Yeah. Ezekiel. Bon. Hey. Yo. J'ai ouvert les yeux dans un monde qui semble austère. Nos premiers sons se sont décrits au contact de l'air. Depuis ce jour, je sais qu'un sourire me rendra millionnaire. Je me rends compte que difficile la vie n'en avait pas que l'air. Page après page, je décèle chacun de ces mots, les mystères. La fin de l'histoire, je la lirai d'un œil humide mais fier. Je prends du recul en quittant l'atmosphère sociétaire. Mais toujours pied sur terre, infanterie militaire. Je suis le reflet de ceux qui m'entourent. Encerclé de miroirs pour zéro détour. Je suis mon main objectif, mon seul parcours. Main dans la main, mes gens aussi tiennent le même discours. Fuck le début de la frise, no rewind. Comme un late show, je vis en night time. Dans yeux braqués sur moi, je suis en prime time. Mon univers est ce que j'en fais, cause the world is mine. Cause the world is mine. Mon univers est ce que j'en fais, cause the world is mine. Cause the world is mine. Yeah. Hello, my name is Bolt. Welcome dans le podcast The World is Mine. Aujourd'hui, on est sur un épisode un peu qui devrait être plus court que d'habitude. À chaque fois que je dis ça, c'est faux. mais sur un sujet qui touche, je pense, tout le monde à au moins une période, qui est, alors en anglais, overthinking. En français, il n'y a pas vraiment de truc, c'est juste je pense trop. Du coup, je vais vous demander, comme d'habitude, à ceux qui sont ici, d'abord de dire qui vous êtes. Brice. C'est bon, tu l'as fait. C'est tout. C'est tout. D'accord. Xeni. De retour. Qui compte beaucoup ici aussi. Je suis invitée, hein. Un peu plus que Brice, vous savez. Au cas où. Et une nouvelle autour de la table. Voilà. Qui avait envie de se barrer, mais on l'a attaché à la chaise. Voilà, contrainte. Salomé. Voilà. Hashtag consentement. C'est un des sujets, c'est dans la liste. C'est dans la liste. Et du coup, comme d'habitude, je vais vous demander en quelques mots, succinctement, la définition de overthink ou de trop penser à vos yeux. Je commence toujours par mon meilleur chroniqueur, Brice. Ah, c'était moi? Oui, c'est toi. Je suis obligé de t'associer. Ouais, merci. Est-ce que tu sais que je vais dire de la merde, hein? C'est exact. Bon, je pense qu'on va pas définir ce que c'est trop penser, puisque tout est déjà dans le mot. Du coup, tout ce que je dirais, pour moi, trop penser, c'est juste l'ennemi de l'action. C'est surtout comme ça que je le vois. Et voilà, l'ennemi de la spontanéité et de l'action, en fait. C'est tout. Ok, intéressant. Je rejoins un peu Brice. Je pense que c'est ça fait qu'on converge beaucoup et justement ça annule l'action spontanée. Voilà, ça recule la spontanéité. D'accord. D'enclencher quelque chose. Je vois ce que vous voulez dire et c'est ce qu'on peut ressentir aussi, mais je ne sais pas si on peut... Pour moi, c'est un peu bizarre comme mot déjà, trop penser. Est-ce qu'on peut vraiment trop penser Est-ce que ce ne serait pas juste normal de penser beaucoup et qu'il y ait plein d'idées? Mais je comprends que ça puisse être un frein, oui, à l'action, parce que ça se ressent souvent comme ça, mais je pense que... Est-ce que ça fait vraiment partie de la définition? Je ne sais pas, parce que ça pourrait être... souvent, ça apporte des choses par la suite. Sur le moment, c'est un frein, mais après, pas forcément un frein sur du long terme. Donc, je ne sais pas trop, au niveau de la définition, ça serait quelque chose comme... des choses qui se bousculent dans la tête, mais peut-être pas un frein. Je ne le définirais pas comme quelque chose d'aussi négatif, personnellement. Ok, voilà. Justement, ça tombe bien parce que ça tombe bien que tu te dises, est-ce que c'est pas normal de trop penser? Et ça tombe bien parce que c'est ce que je demande tout le temps aux gens. Est-ce que ça existe vraiment de trop penser? Moi, j'ai ma réponse à moi, c'est toujours de dire que pour moi, trop penser, c'est pas possible. Parce que déjà, un cerveau qui ne pense pas, ça n'existe pas. C'est un cerveau mort. Mais par contre, on pense mal. Et on a des moments où on pense mal. C'est-à-dire qu'on pense dans une boucle. Une boucle. On fait que ressasser des choses. Et du coup, est-ce que trop penser existe vraiment? Pour moi, non. Mal penser, oui. Parce on fait souvent référence au trop penser, surtout pour des choses négatives. La plupart du temps, quand tu es dans une boucle et dans un cercle vicieux, c'est souvent sur des points négatifs qui nous freinent, des obstacles de la vie. Mais quand ce sont des choses positives, on ne parle jamais de trop penser, la plupart du temps. Je trouve qu'on fait jamais de référence au trop penser par rapport à des choses positives. Je suis d'accord, dans l'imaginaire collectif. Ça fait pas...
on va en reparler plus tard de cette partie-là. Mais, On est un peu trop en avance. On se spoil tout ici. non, mais après, est-ce que... Parce qu'on dit trop penser, mais implicitement, on parle de quelque chose du coup qu'on ne contrôle pas. Puisque quand tu dis, est-ce que pour vous, c'est quelque chose qu'on peut contrôler? La pensée. Non, le fait de trop penser. Le fait de se retrouver dans un état où tu dis overthinking. Pour moi, la qualité de pensée, oui, ça se contrôle. Mais même le flux. Parce que je pense que tu peux... C'est ce que tu disais. Enfin, Oui, voilà, c'est une fois qu'on se Tu connaît peux mieux. Voilà, arriver à maîtriser un peu, pas forcément la quantité de pensée, mais ce qu'on en fait. Et c'est là que, du coup, ça peut se transformer en quelque chose de positif. Il peut y avoir autant de pensées, mais peut-être avec une analyse supplémentaire qui permet justement de calmer une agitation négative, perçue comme négative quand on a un premier point de vue. Après, moi, je pense que le flux, ça peut... on peut le contrôler. Je pense qu'on doit le contrôler. Oui, voilà, c'est ça. C'est sûrement très compliqué. Moi, je pense que je n'y arrive pas. Mais je pense que pour avancer, il faut que tu contrôles ce flux de pensée qui, des fois, peut déborder. Et c'est ce qui bloque, en fait, la plupart du temps. Oui, dans une crise d'angoisse, par exemple. Ou même la nuit, des fois, tu n'arrives pas à dormir parce que tu gamberges beaucoup trop. Ben, alors, du coup, on peut contrôler l'avant, mais pas le pendant. En soi, tu dois contrôler le pendant pour pouvoir éviter l'avant, tu vois, en quelque sorte. Non. C'est-à-dire que... Anticiper le... C'est ça. Oui, voilà, mais c'est ça. C'est l'avant que... Parce qu'en gros, le moment de trop... Je comprends ce que tu veux dire. Tu devrais le faire avant, en fait. Mais tu ne peux pas vraiment contrôler si tu n'es pas dans la situation. Si tu n'es pas en train de te noyer, tu ne sais pas en gros comment tu vas réagir. Parce que tu ne sais pas en vrai quand les pensées elles arrivent. C'est pas toi ton cerveau, il pense H24. Donc le flux est-ce qu'à un moment tu as un trop plein de pensées, c'est pas toi qui dis ben là maintenant putain je vais trop penser. Non, ça vient. Mais par contre, tu peux essayer de contrôler et de te dire tu vas pas partir dans ce gouffre de pensées. Après, je me demande si c'est vraiment les pensées en soi-même qui causent l'overthinking ou c'est l'émotion que tu vas y mettre. C'est ça, c'est pour ça. Alors, parce que je pense que c'est l'émotion qui prend le dessus. C'est plus l'émotion, tu vois. Oui. C'est genre, les pensées vont t'amener à te sentir d'une certaine façon. Et c'est la sensation dans laquelle tu te bloques qui font que les pensées vont s'accumuler ou bien vont te traiter d'une certaine façon. D'où le fait que tu dises que c'est le pendant que tu contrôles. Ok. Puisque tu as l'émotionnel tu ne le contrôles pas de base. Oui, voilà. C'est aussi ce que je pense. Oui. Sur le moment, on ne peut pas contrôler parce que c'est l'émotion qui prend le dessus. Et c'est petit à petit, après, avec du vécu, qu'on a déjà fait on a déjà fait des analyses sur justement des situations où on a trop pensé, entre guillemets, ou en tout cas on s'est retrouvé dans des situations négatives à cause de pensées. Et du coup, on a un peu analysé la situation, on s'est dit, ah oui, là, j'aurais peut-être pu faire telle ou telle chose pour me calmer, peut-être. Et du coup, la fois suivante, on peut essayer d'appliquer ça un petit peu, mais c'est pareil, ça se travaille je pense, sur du long terme. Donc le pendant, essayer de se calmer pendant une crise d'angoisse, par exemple, c'est pas forcément évident en une fois, quoi. Même si on a réussi à analyser une situation, je pense que c'est vraiment la répétition de situations similaires qui peut mais comme tu disais, pour moi, mais justement, je voulais vous demander si c'était lié à une surcharge émotionnelle, obligatoirement, de trop penser. Surcharge, je sais pas. Il y a un problème émotionnel, mais surcharge, je sais pas sûr. Parce qu'un enfant... pour moi, problème émotionnel, c'est forcément une surcharge. Non, ça peut juste être une mauvaise gestion de son émotion. Une mauvaise c'est attention. Ça qui fait que ça mène à une surcharge. C'est peut-être ça dans le fond, mais comment moi je vois la surcharge, je pense pas, tu vois. Surcharge pour moi, c'est vraiment que tu as une espèce d'accumulation d'émotions ou d'émotivité qui font que tu supportes pas à certains moments. Alors que pour moi, tu peux avoir le breakdown avant l'accumulation. T'as l'émotion originelle. Mais non, c'est juste que ton seuil est trop bas, donc la surcharge arrive vite. C'est tout. C'est même plus un seuil. Oui, il y a des gens qui ont zéro seuil. Mais c'est parce que quand tu apprends jamais et que tu laisses... Quand tu laisses... tu sais, il y a plein de gens qui disent « Non, mais je suis comme ça. » Donc, ils laissent le truc. En fait, le truc arrive, je le laisse prendre le lead. Et il y a plein de gens qui font ça. Donc, t'as pas de seuil, en fait. Donc, c'est direct.
Mais du coup, je pense que c'est... Pour moi, je pense que c'est lié à chaque fois. Le fait de trop penser, c'est toujours que tu ne sais plus contrôler l'émotion. Donc en gros, je ne pense pas qu'on puisse contrôler la pensée en elle-même. Par contre, tu peux contrôler l'émotion. Tu dois contrôler l'émotion. Enfin, oui, je vois ce que tu veux dire, mais que tu sais plus contrôler l'émotion en elle-même. Pour ne pas perdre le contrôle sur la situation. Vas-y, et après je sais pas, mais un flux avec de nombreuses pensées, enfin un trop pensé, à un moment donné, ça peut arriver par exemple à la fin d'une journée, quand on a eu l'impression, enfin quand on a vécu la journée vraiment en temps réel, on va dire, et que le soir on a eu un moment de fatigue ou un moment de relâchement, et du coup on revit par exemple la journée. Et là, on peut du coup se refaire toute la journée avec plein de pensées, plein d'analyses à telle situation, qu'est-ce qui s'est passé à tel et tel moment. Et dans ce cas-là, selon toi, c'est une surcharge émotionnelle, par exemple, liée à la journée. Par exemple, Alors, ça veut dire le que fait de réanalyser, non, gens... pour moi, il faut d'ailleurs, même si je pense que la majorité des gens ne le font pas, mais ça, c'est normal. Pour moi, c'est pendant l'analyse que c'est une surcharge émotionnelle. Est-ce qu'il peut y avoir une surcharge? Parce que moi, pour le coup, j'étais d'accord si tu disais qu'il y a eu une surcharge émotionnelle pendant la journée, par exemple, parce que, je sais pas, beaucoup de bruit, beaucoup d'interactions sociales, beaucoup d'échanges, beaucoup de... plus ou moins forcés, je sais pas, dans le cadre du travail ou dans le métro, avec des bruits, des personnes qui nous ont... néfastes. Voilà, je sais pas, des rencontres inattendues. Elle a eu un flashback. Elle arrive à Paris, elle est traumatisée. Et puis après, du coup, sur le moment, on est obligé de vivre notre journée. Enfin, obligé. Voilà, on la vit, sans forcément davantage se poser de questions. D'ailleurs, parfois, on ne le sent pas spécialement, qu'on est peut-être un peu stressé à certains moments. Et c'est le soir après, par contre, que cette surcharge émotionnelle va s'évacuer avec justement un retour de vécu, de la journée, quoi. Et pour moi, la surcharge émotionnelle, dans ce cas-là, elle a été dans la journée. Et le soir, ça va... Tout ressort, voilà. Alors, je vois ce que tu veux dire. Je suis un peu d'accord dans le sens où je pense que ça va mener à des situations où tu vas... En fait, l'analyse, pour moi, ne devrait pas forcément être liée à une surcharge. Ça devrait être un automatisme, même si on ne le fait pas tout le temps. Mais pour moi, ça devrait... Mais c'est vrai que les gens vont plus souvent y aller quand il y a surcharge, il y a stress ou ce genre de choses. Mais pour moi, ça devrait être un automatisme, même sans stress, de réanalyser. Tu penses que la gestion justement des émotions, c'est quelque chose d'inné? Parce que pour moi, ça s'apprend. Et si les gens n'apprennent pas, parce que même enfant, c'est compliqué pour un enfant. On le voit. C'est ça, le plus gros indice, c'est un enfant. Ouais, mais au final, tu dis que les gens, en fait, la plupart des gens ne le font pas, ou c'est compliqué. Mais en fait, il faut vraiment l'apprendre. Et en fait, il n'y a rien qui nous prépare déjà à ça, à faire face à ce genre de choses. Parce que quand tu es enfant, tu n'as pas conscience de cette surcharge Je pense que tes parents sont censés être là pour ça. T'en as conscience. Le truc, c'est que tu sais pas comment gérer. Ouais, mais quand ça t'arrive, la même chose vers la vingtaine, l'émotion que ça dégage, comment c'est décuplé chez toi, c'est pas la même chose que quand t'étais enfant, je sais pas. Pour moi, c'est juste une Je pense qu'il y a une perception. Il y a le côté, en fait, où quand tu deviens adulte, tu dois la gérer par toi-même. C'est ça. Aussi, c'est vrai. Parce que quand t'es enfant, tu sais, t'as une surcharge, colère, joie, etc. Direct, la personne à qui tu vas te référer, c'est les parents, la personne qui est à côté, t'es en colère, tu vas pleurer pour tes parents, machin. Alors que là, tu peux. C'est ça, c'est même pas que tu vas te référer à eux, ils vont pas te laisser. Un parent qui sait gérer son enfant, normalement, si tu commences à péter un câble de colère ou je ne sais quelle autre émotion, il est censé arriver et cadrer automatiquement. Donc t'as pas le temps, tu réfères rien, tu penses pas. Alors qu'adulte, c'est vrai, tu peux pleurer et puis il y a personne qui vient. C'est ça. Tu pètes un câble, il y a personne qui vient. Tu te sens con. Mais dans ce cas-là, selon vous, le trop pensé pourrait être entre guillemets soigné ou atténué, si vous voyez ça comme quelque chose de négatif, par le fait d'être exprimé.
Et dans ce cas-là, en fait, c'est exactement la même chose. Et finalement, l'enfant, spontanément, il va s'exprimer. Tandis que, selon vous, du coup, à la vingtaine, comme vous n'allez pas vous exprimer... Moi, je pense que pour mieux le vivre, déjà, il faut exprimer ses émotions. Parce que plus tu enfouis, plus la surcharge sera beaucoup plus importante et plus tu seras dans ce cercle vicieux jusqu'au jour où ça va exploser d'un coup. Après, alors que si tu arrives à agir... c'est pas forcément exprimer l'émotion en elle-même, c'est peut-être la transformer aussi en quelque chose de plus positif. Pas forcément péter les câbles, mais déjà rien qu'en parler. Je pense juste même sans en parler et dire... Parce que moi, tu peux transformer n'importe quelle émotion d'une façon plus... comment ça s'appelle, tangible que par une émotion. C'est-à-dire, on va dire des trucs simples. Les artistes. Effectivement, peindre. Oui, c'est vrai. C'est pour ça, selon moi, un enfant ne va pas forcément mieux gérer le trop-pensé ou ses émotions si on lui explique pas, non. Si on n'essaie pas de l'aider à bien les exprimer. Parce qu'un enfant qui va toujours être en colère, on va juste lui dire de calmer sa colère. Voilà, enfin, s'il n'y a pas plus de dialogue ou essayer de comprendre le pourquoi du comment ou... oui, mais c'est pour ça. Mais c'est pour ça que on dit que... on dit beaucoup qu'il faut de la communication avec son enfant et surtout lui expliquer pourquoi les choses. Parce que si tu le réprimandes juste pour le réprimander, il ne comprend pas. Après, tu crées juste des troubles. Mais c'est vrai que ce que Brice disait, le fait de justement essayer de transformer cette émotion en quelque chose de créatif, voir trouver quel point positif, de quelle manière positive on peut le transmettre, l'exprimer plutôt. Déjà, pour moi, l'enfant de base... Après, ça dépend du vécu. C'est toujours ça. C'est d'ailleurs la base de ce qu'on fait. En général, quand on pète un câble enfant, tu vas voir qu'il va casser ses jouets, il va vouloir faire des conneries, tu vois. C'est-à-dire que ce ne sera pas productif en termes... qu'on le voit maintenant en tant qu'adulte, mais pour lui, c'est une expression, tu vois. Oui, mais justement, l'idée, c'est d'arriver à lui faire transformer cette expression d'une manière moins violente, peut-être, ou qu'il arrive à s'exprimer, mais de manière plus compréhensible, parce que casser des jouets, d'accord, on va ressentir la colère, mais par exemple, s'il dessine ou qu'il arrive à exprimer quelque chose, qu'il arrive à exprimer sa colère en expliquant le pourquoi il est en colère. Par exemple, avec le dessin, je sais pas, ou quelque chose comme ça, ou je sais pas, ou le théâtre, ou je ne sais quoi, ça va davantage l'aider par la suite. Pour moi, exprimer sa colère, juste s'il casse des jouets, dans un premier temps, d'accord, il sait pas faire, mais après, qu'est-ce que ça va lui apprendre à rester violent ? Oui, c'est la première étape, quoi. C'est l'expression brute. Oui, c'est juste, ça. Tu sais pas quoi faire, tu fais. Et des fois, c'est important, même adulte, d'exprimer de manière brute. Oui. Brute. En étant adulte, c'est l'inverse. Des fois, on se retrouve coincé à ne pas s'exprimer de manière brute, comme tu dis. Et c'est ce qui nous manque, des fois. Oui, voilà, c'est ça. De manière brute, parce que des émotions, pas forcément les paroles violentes, mais juste... par exemple, juste crier. Voilà. C'est vrai que c'est des exercices que certains psychologues, en fait, te proposent de faire pour, en premier pas, pour pouvoir justement relâcher et libérer toutes tes émotions. T'as le cri, t'as juste... Bon, pas casser chez toi, mais il y a des pièces... Il y a des gens qui le font. Alors, pas tout le monde, pas moi, je précise. Je sais pas, pourquoi tu t'es sentie. Non, mais au cas où, je préfère remettre les choses. Mais plein de petites choses comme ça qui, justement, permettent de te défouler. On te dit certains sports, en fait, par exemple la boxe ou autre, qui te font vraiment te défouler. Et après, tu rentres, vu que tu as libéré déjà le gros, après, ça te permet de mieux comprendre aussi tes différentes émotions et comment mieux faire face et les appréhender, parce que c'est surtout ça aussi, appréhender se comprendre soi-même, etc. Se découvrir en fait et comprendre qui tu es au final, parce que et le trop penser rentre dedans, parce que quand tu commences à rentrer, à te poser toutes ces questions là, forcément aussi tu te poses encore 10 000 questions, donc tu penses à plein de choses, à ta vie, à qui tu es, qui tu étais, et est-ce que tu as envie de continuer à être cette personne là. Et du coup, pour toi, la remise en question, ça rentre dans le trop-pensé ? Oui. Parce qu'en soi, pour moi, le trop-pensé, c'est dès que tu as dépensé. Pour moi, dès que tu as dépensé et beaucoup de pensées. C'est trop. Pour moi, je vois penser dans pour moi, c'est nécessaire. Pour moi, trop, c'est seulement... Pour moi, trop, c'est quand c'est pas bon. Pour moi, trop, c'est quand c'est mal fait. Puisque, en gros, dans la remise en question, doit amener quelque part. Oui, mais si tu arrives à une réponse,
qui soit cohérente et qui amène à quelque chose. Qui t'amène Si t'as pas trop pensé, t'as pensé juste... Non, je suis pas d'accord avec toi parce que c'est pas forcément la remise en question, c'est pas... à la fin, tu peux atterrir sur quelque chose de positif pour toi, ta personne, mais le cheminement entre jusqu'à arriver justement à ça, ben, il y a peut-être énormément de... Oui, mais il y a quand même énormément de down, de choses négatives. Tout dépend du vécu, c'est comme elle disait, tout dépend du vécu de la personne, parce qu'il y a des choses un peu plus simples. Objectifs aussi. Des objectifs aussi, il y a des choses simples à gérer, mais il y a des choses, leur processus est tellement, parce qu'ils ont subi des choses dans leur vie, est tellement long, et il y a vraiment des choses à remuer et tout, qu'il y a des moments où c'est très négatif, c'est pas que positif. La finalité, parce que quand tu fais ça en soi, la finalité, le but c'est que ça soit positif, qu'il y a quelque chose de bon qui en ressorte. Mais pendant ce cheminement, il y a énormément de choses négatives. De pensées négatives. Et pour moi, ça... Oui, mais ça reste dans le trop-pense, ça reste dans le overthinking. En soi, si tu veux, c'est négatif sur le moment. Oui. C'est négatif parce que ça te pousse à l'inaction, ça te pousse à trop penser ou à t'enfermer dans des trucs que tu n'as pas envie de... schéma de pensée où tu n'as pas envie de... Oui, ben le trop-penser alors. Oui, mais à ce moment... En fait, comme Marvin disait, le trop-penser, pour moi, arrive au moment du résultat. C'est-à-dire que tu vas dire que c'est trop pensé ou que tu es dans l'overthinking pendant trop longtemps parce que au final le résultat n'a pas abouti, tu vois. Tu as juste tourné en rond autour de la même question pendant des années et tu n'as aucune réponse, aucun avancement. Tu es toujours au même endroit en train de poser les mêmes questions. En fait, je suis pas d'accord alors avec ta définition du début et je pense que j'avais pas compris ce que vous vouliez dire parce que en fait vous êtes dans le résultat et moi je suis dans le processus. Je pense que je passais je basais pas c'est pas important, mais le processus est obligé, t'es obligé d'avoir des hauts et des bas. Mais pour moi, le trop penser, c'était à ce moment-là et pas que genre à la fin. Tu peux avoir l'overthinking dans le processus. Tu l'auras forcément d'ailleurs. Si tu te poses forcément des vraies questions, en tout cas, t'es obligé. Puisque tu vas ouvrir des choses que tu veux pas de base. Donc tu vas rester là. Le premier réflexe que tout être humain, je pense, lambda aura, c'est de se protéger. De ses propres pensées, de ses propres émotions, sachant que pendant ton processus, en général, tu vas interagir avec d'autres personnes. Et du coup, tu devras te protéger aussi de regard des autres et de ton réaction à ce regard des autres. Mais même dans ta pensée, enfin dans la pensée, quand tu entames une pensée sur un terrain nouveau, un terrain inédit, le premier truc, si c'est un terrain pas agréable, le premier truc qu'on a tous, ce fameux déni, cet épisode, il faut le faire un jour, ce fameux déni, on a tous ce truc et c'est ça en vrai c'est le déni qui pousse à trop penser au début puisque souvent tu peux aller sur un chemin qui va t'aider mais tu vas pas le prendre parce que c'est pas la réponse que tu veux voir donc tu vas rester dans ton truc ça veut dire et tourner en rond. C'est forcément du pardon. Non, j'ai pas dit que c'est forcément ça, j'ai dit qu'il y a mais tu penses que c'est forcément lié au déni? Tu penses que non, c'est pas forcément, c'est pas forcé, mais c'est une des raisons. Ouais, ce que j'allais dire, un enfant qui pense trop, parce qu'il y a bien des enfants qui sont vraiment dans un trop plein de pensées. Il n'y a rien qui est plus dans le déni qu'un enfant. Ok. Il n'y a rien qui est plus dans le déni qu'un enfant. C'est pour... Alors, moi, je comprends pas bien. Comment ça, il n'y a rien... Enfin, un enfant est dans... Un enfant, souvent, si... Un enfant, il n'a pas d'idée sur le monde. Enfin, il n'a pas d'avis sur le monde au début. Tu vois. Il est vierge. Il est vierge de toute ta vie. Et c'est comment tu l'introduis aux choses qui va créer des goûts, qui va créer la perception, qui va créer des... Tu vois, c'est ce qui va faire tout ça. Et au début, vu qu'il a peu de repères, il se base que sur les peu de choses qu'il sait. Donc, quand ça sort de ça, lui, il ramène toujours à ce qu'il connaît. Et il ramène toujours à dire, attends, non, ça veut dire que c'est ça. Et c'est ça le déni. Alors qu'il faut sortir de... Mais tu crois que ces pensées sont vraiment liées au fait qu'il ramène toujours le truc à quelque chose de connu pour lui? Oui. C'est le confort. Ça peut être juste de l'incompréhension et le déni, c'est de l'incompréhension. Non, mais de l'incompréhension sans vouloir forcément rester. Je sais pas comment dire. C'est pas volontaire de rester dans le déni. Le déni, c'est pas volontaire. Mais parce que mais en tant qu'adulte, tu sais, des fois quand tu es dans le déni et t'as pas envie de sortir. Pour moi, un enfant, pour moi, il a pas. Enfin, c'est pour ça que je disais, pour moi, il a pas conscience. Il sait pas qu'il est. Donc, pour toi, la conscience, c'est obligatoire pour être dans le déni? Parce qu'il y a plein d'adultes qui sont pas conscients. Non. Déjà, pour en sortir... Oui, pour en sortir. Il faut être conscient de... si t'es pas conscient du déni, pourquoi tu vas en sortir? Puisque t'es bien. Tu sais que des fois, t'es pas obligé de prendre conscience pour avoir une prise de conscience. Exact.
Je suis d'accord avec ça. La vie peut te donner une gifle et tu vas Oui, prendre parce que, conscience. oui, mais tu en prends conscience à ce moment-là. Oui, mais c'est par la force des choses. C'est les faits. Les faits vont te faire Oui, mais pour moi, forcer, oui, mais l'intérêt, oui, mais après, tu te remets en question. Alors que l'enfant. Des fois, t'as même pas besoin. Il y a des gens qui se Il y en a remettent qui restent quasiment dans pas en le déni question. toute leur vie sans y Et réfléchir. sans même remarquer que leur déni évolue avec eux-mêmes. Oui. C'est-à-dire que Oui, mais lui, il reste totalement dans le déni jusqu'à la fin de sa vie. Il y en a plein comme ça. Quasiment, Oui. je pense, la grande majorité Oui, mais des lui, êtres humains. ils ont un peu conscience, Mais je crois contrairement à que un c'est enfant où c'est totalement. Enfin. Pourquoi ? Tu penses qu'un enfant sait pas ? T'as déjà vu les vidéos des enfants qui pleurent devant leurs parents et puis une fois que les parents s'éloignent, ils arrêtent de pleurer. Et puis ils retournent le voir. Des bébés, en plus. Genre, ils ont même pas 1 an, ils savent pas marcher et ils font déjà ça. C'est parce que de base, je pense que primairement, ce qu'on cherche, c'est notre intérêt et notre confort. Donc quand tu sois bébé, adulte, etc., tu vas toujours chercher ça. Le truc, c'est que l'adulte a beaucoup plus de constructions sociétales et sociales et même les constructions des mensonges personnels qu'on fait pour nous aider à vivre avec nous-mêmes, qui fait que on a plus tendance à avoir un déni réfléchi. L'enfant va avoir un déni très émotionnel. Mais moi, par rapport à tout à l'heure, l'idée du déni chez l'enfant, qui était forcément, qui selon toi, s'il y avait du trop pensé chez l'enfant, c'était forcément lié à du Non, déni. j'ai pas dit que c'est forcément lié à ça. J'ai dit que c'est une des raisons. Ah, même chez l'enfant, alors c'est pas une généralité. Même Parce que pour moi, en étant enfant, on peut avoir justement un trop-plein de pensées qui est plutôt orienté justement vers l'extérieur plutôt que vers l'intérieur et la boucle qu'on connaît bien. Justement, et que c'est aussi par là qu'arrive tout ce qui est découverte, nouvelles choses, comment l'enfant va... Il n'y a rien de plus égocentrique qu'un enfant. Exact. Et même dans la pensée... Je te parle pas de quelque chose d'égocentrique ou pas égocentrique, je te parle juste des nouvelles choses qu'il va découvrir, qui vont le questionner. Par exemple, qui sont plus orientés extérieur qu'intérieur pour moi. Non, mais extérieur dans le sens... ah oui, c'est... Tourné vers l'extérieur. C'est pas tourner vers l'extérieur dans le sens les autres personnes, c'est juste quelque chose qu'il ne connaît pas plutôt, orienté vers les nouvelles, vers l'inconnu, voilà, plus simplement vers l'inconnu plutôt que la boucle qu'il a construite jusqu'au moment T. Mais regarde, c'est ce que je te disais tout à l'heure. Pour moi, ça déjà c'est lié à l'éducation, puisque c'est pas quelque chose de naturel. La curiosité chez l'enfant, c'est pas naturel. Ne modifie pas mes mots. On n'est pas sur TikTok. on n'est pas sur Twitter. On n'est pas sur Twitter. Toi, tu veux Kendrick déjà. Non, c'est pas ça. Mais dans la façon de penser, oui. Chez l'enfant, c'est très facile de toujours revenir à un truc que genre on m'a dit ça, c'est comme si on avait donné une feuille avec les lignes écrites. Ouais, on m'a dit ça, c'est ça et ça, c'est ça. Et c'est très facile de ne pas aller voir ailleurs que quand on m'a dit oui. C'est sûr. Quand on te dit, je sais pas, il y a pas des exemples. Moi, je pense que c'est plus facile parle pour pas. l'adulte. Regarde, quand on t'a dit parle pas à un inconnu. Oui. Ça veut rien dire dans les faits. Tu le dis à un adulte, il va dire oui, mais attends, mais ça veut dire que s'il a une attitude gentille, peut-être que, ou si je le rencontre à tel endroit, l'enfant il a pas tout ça, on lui a juste dit tu parles pas aux inconnus et il va s'arrêter à ça, il va pas et le seul truc qui peut attiser la curiosité, c'est un autre truc qu'il connaît, les contes, les bonbons, les trucs. En fait il va aller vers ce qu'il connaît et la curiosité pour moi c'est de l'enfant n'est pas liée non pas au fait qu'il veuille aller chercher des nouvelles choses, même si c'est propre à l'être humain de vouloir faire ça, mais c'est plus chercher des choses, se diriger vers des choses qui se rapprochent de choses qu'on a déjà dans notre référentiel, qu'on aime déjà. C'est difficile. Ah, d'accord. Mais pour moi, c'est ça. Je pense que ça dépend, comme je dis, bien de l'éducation, mais pas juste l'éducation, mais plutôt comment l'éducation a éveillé la défiance de l'enfant. Ouais. Mais l'environnement, quoi. L'environnement dans lequel tu es éduqué. C'est-à-dire, si tu es très dans la défiance. C'est vraiment naïve et qui est vraiment chez l'enfant, et pour le coup, qui n'existe pas forcément chez l'adulte, et je suis d'accord d'appliquer ce raisonnement chez l'adulte qui n'a pas forcément eu la même éducation du coup et qui quelque part a déjà un cadre de pensée, a déjà par son vécu, par ses premiers jobs, par je sais pas quoi, enfin par son expérience, a un fonctionnement de pensée qui est déjà structuré d'une certaine manière. Mais quand t'es enfant, la curiosité, je pense qu'elle est spontanée, elle est par exemple un enfant elle est sensorielle. Elle est pas mentale. Enfin,
Mais elle n'est sensoriel, pas dans d'accord, la... mais il peut ça être change tout intéressé dans par le- un dans la sens, façon par de voir les exemple. choses. Après, en soi, sensoriel, c'est le plus spontané possible. Oui, mais c'est ce que j'entends par là. Mais moi, c'est pour ça que là, on parle de trop penser, on parle du schéma où Oui, on parle de ça. oui. Donc, si tu l'appliques à l'enfant, déjà, je pense que c'est pas un truc qui fait l'enfant de base. De quoi? Trop penser? Dans la définition qu'on a aujourd'hui Oui, non, d'overthinking, oui. il fait pas Dans ça. l'aspect un peu négatif de la Pratiquement chose. pas ça. Même Ben, quand tout il y a des tout trucs qui non, se passent mal, il va justement, c'est spontanéité, donc il va être énervé, il va crier, Manifester. mais il va pas rester à... Non, ça, je suis pas dépend d'accord. s'il Tout est dépend de la. plutôt extraverti ou- Moi, tout dépend de ce que la personne a déjà subi, a déjà vécu. L'enfant. L'enfant, oui, pardon, Mm. a déjà subi dans sa vie. Là, on parle d'un Et enfant justement, je lambda, te parle de... mais Mais non, t'as pas compris. Là, tu parles de l'enfant qui a déjà grandi. ben non, 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 mais je te un parle d'un enfant qui subit des choses. Un enfant Oui. qui subit des choses aura un trop pensé qui peut s'apparenter à, enfin, mais tout Un en blocage. étant, voilà. Voilà, et mais ce sera s'apparentant. c'est Vas-y. pas ça sera toujours pas la même chose. Mais ce Qu'un- sera qu'un clair, ce adulte. sera pas la même chose Mais qu'un c'est ça adulte, ça qu'on on est ok ça. On parle Je pense qu'il de sera pas non overthinking, plus tu vois. dans l'overthinking. Mais on peut comme Même pas s'il a, même Il s'il sera a dans eu le des traumatisme et ce sera traumas, c'est ça. sensoriel. Déjà, il va revivre Ce des sera sensations, il va revivre Mais des en choses. fait, je mais pense c'est pas la même qu'on chose. n'est pas d'accord déjà sur la définition du trop penser. Vraiment, moi je pense que je vois pas le trop penser comme vous voyez le trop penser. Et du coup, comment Et tu ça, vois, Juste et ça pas le trop change. penser comme je comprends pas parce que tu dis, enfin Salomé, tu parles Oui. beaucoup de l'overthinking et tu dis que chaque fois quand tu parles, Moi je tu pense. réagis à nous, tu dis de côté négatif. Pourquoi il y a de l'overthinking positif? Bah parce que moi, oui, selon moi, sur le moment, ça peut être perçu comme négatif parce que sur le moment, on va être juste dans nos pensées et on va pas forcément agir, comment dire, oui, bah vraiment agir sur le moment, mais que des fois quelques minutes après, ou bah, ça dépend de la durée, mais ou je sais pas, un mois après, avec du recul, en revenant dessus, ça va apporter des nouvelles réflexions, des nouvelles analyses qui vont nous faire avancer. Pour moi, c'est pas forcément négatif. Et même chez un enfant, pour le coup, pour moi, un enfant, il va pas forcément s'exprimer directement. Enfin, un enfant introverti peut justement, d'ailleurs, ça existe vraiment, des suivis pour les enfants qui n'arrivent pas à exprimer leurs émotions et qui Ça, n'arrivent c'est même pas à que être l'éducation. énervés. C'est l'éducation qui fait ça. L'éducation pure et dure. C'est l'environnement. Enfin, Même C'est pas la- mais en forcément fait, Parce que l'éducation, pour mais moi, l'environnement. un enfant L'environnement. introverti, ça n'existe pas. Un enfant suis d'accord. devient introverti à partir du moment où tu ne l'as pas laissé s'exprimer. c'est Bah, le c'est cadre. l'environnement, où tu- mais c'est pas forcément l'éducation, mais globalement Ouais, Mais l'environnement. l'éducation, c'est L'éducation, ce qu'on entend. ouais. Quand on dit éducation, et je pense qu'il est comme moi, quand on dit éducation, c'est pas le parent C'est qui parle, c'est l'environnement. l'environnement, c'est tout ce qu'il y a autour. Ok, d'accord. Le cadre dans lequel tu évolues. Si l'enfant ne peut pas s'exprimer déjà de base quand il est plus jeune et qu'il est toujours obligé de garder pour lui, ou bien même par exemple quand il essaye, on lui fait comprendre que on s'en fout en fait. Hein. C'est ça. T'es qu'un enfant, t'écoutes ce qu'on te dit ou pas, il va naturellement, et là c'est là que je revenais par rapport à la défiance, s'il n'est pas de nature défiante, il va forcément devenir introverti. Oui, mais du coup, le trop penser peut arriver chez de nombreux Pour moi, enfants, je pense. Trop penser, non. c'est forcément négatif. Mais Ouais. dans ce cas-là, si tu le vois trop négatif, penser. c'est aussi applicable du coup à ce genre de situation. Un enfant qui justement ne se sent pas de s'exprimer parce qu'on lui fait comprendre que ses pensées sont pas justifiées ou quoi avant Moi, même ça qu'il c'est les ait même pas de exprimées. l'overthinking, c'est juste de l'adaptation. Non, mais du coup, dans sa tête, comme il peut pas s'exprimer, ça va développer justement des pensées qui vont tourner en boucle dans sa tête parce qu'elles ne pourront pas sortir et de l'incompréhension aussi quelque part. Ça va créer ça chez l'adulte, une fois qu'il a devenu adulte. Mais Pour moi, même enfant, avant. il va pas le Mais faire. un enfant Ouais. qui, Un un enfant enfant aussi. qui par C'est une exemple, éponge. L'enfant. qui Justement, c'est pour ça décide de qu'il- se suicider, qui, on peut dire, quand on regarde son environnement, ça arrive à plein d'enfants où les parents, enfin, ils ont quand même un cadre, une manière de, enfin, un lieu où ils peuvent s'exprimer comme ils veulent, etc. Mais il en vient à passer de l'autre côté, à faire cette erreur-là, entre guillemets, pour certains, ils veulent appeler ça une erreur. Pour moi, un enfant qui passe à ça, c'est un enfant qui justement est dans ce gouffre de pensée tellement intense et qui n'arrive pas à s'en sortir. Parce que c'est ça aussi, c'est des pensées qui sont quand même énormes. Ce ne sera pas la même intensité et le même flux qu'un adulte, puisque ça reste quand même un enfant. Mais pour l'enfant en lui-même, c'est quand même un gouffre de pensée qui est tellement intense, important, que pour moi, c'est assimilable à son âge, Pour moi, sur le- à quelque chose. Pourquoi on peut parler d'un trop-plein de pensées pour un adulte, mais pas pour un enfant ?
Alors que c'est juste un être, mais après, chacun a son stade de trop penser. Je pense qu'il y aura des exceptions pour l'enfant, mais en général, ça va jamais. Mais c'est même pas ça, c'est que je pense... Déjà, je pense que toi, moi, quand je parle d'enfant, je prends pas l'ado dedans. Non, je parle d'un enfant de 6, 7, 8 ans. Un petit enfant. Oui, un petit enfant. Pour moi, l'enfant, ça s'arrête à 7. En fait, c'est 7, 8 à peu près, ouais. C'est plutôt exceptionnel, quoi. Un enfant, par exemple, qui subit du harcèlement à l'école primaire. Mais c'est pas overthinking. Non, mais ça peut engendrer. Je parle par la suite. Début de situations qui peuvent provoquer. Par la suite. Par la suite. Dans cette situation-là, par exemple, il peut se retrouver dans une situation où le harcèlement, il est bloqué dans du harcèlement qui n'arrive pas à être réglé. Et, ça peut développer chez lui des angoisses, tout ça. Et comme beaucoup de crises d'angoisse, des pensées qui tournent en boucle. Et vous apparentez pas ça de... Pour moi, c'est pas des pensées, c'est des sensations, des moments, des trucs qu'il n'arrive pas à expliquer, qu'il va pas... c'est une émotion ou un sentiment qu'il va pas apprécier, qui va juste tourner en boucle, mais c'est pas une pensée, c'est pas des phrases et des... Qu'est-ce que la pensée pour toi? Pour moi, quand les gens disent overthinking, c'est que, en gros, c'est comme s'il y avait une problématique. C'est comme si tu faisais un devoir de philo. Mais un enfant ne peut pas avoir devoir de philo avec une... Un enfant ne peut pas avoir de problématique. Non, ça fonctionne pas comme ça. Oui, mais peut-être mais à son niveau, parce que là, vous voyez, genre l'overthinking pour adultes, genre sur un enfant. Mais est-ce qu'un enfant, je dis bien un enfant, moins de 10 ans, ne peut pas justement... Il n'y a pas de qualification de trop penser pour les enfants qui aura le même effet psychologique et physique. Pour moi, déjà 10 ans, c'est plus un enfant. Non, mais enfin, bon, tu me fatigues. Entre 4 et 10 ans, c'est très important. Tu prends ça, c'est très important parce que pour moi, enfant, c'est que dans la phase d'imprimante. 6 ans, un enfant de 6 ans peut se retrouver dans ce genre de situation. J'ai un exemple concret, moi. Un enfant de, je sais pas, par exemple 7 ans. 7 ans, c'est un enfant, par exemple. Oui. C'est ok. Bon, un enfant de 7 ans. Faut que je vois ses papiers avant, mais oui. qui subit du harcèlement. Donc on repart sur le harcèlement. Oui. Qui n'est pas réglé, voire qui n'est pas compris par l'entourage, qui n'a même pas réalisé qu'il se faisait harceler, par exemple, à l'école primaire. Ce qui arrive très souvent, ni par les maîtres, ni par personne. Donc c'est lui qui n'en a pas forcément conscience parce que c'est un enfant et qu'il n'a pas beaucoup de vécu. Donc si c'est la première fois qu'on l'embête de cette manière-là, il va peut-être se dire c'est moi le problème à force. Donc il va commencer à réfléchir. Pourquoi il a été méchant avec moi? Qu'est-ce que je pourrais faire pour changer? Comment il va continuer? Et puis est-ce qu'il va pas commencer à en parler à un tel? Comment est-ce qu'il faudrait que je réagisse dans ce genre de situation? Je pense pas. Mais attends, mais tu rigoles. Quand un enfant se fait harceler, mais tu dois avoir des... Enfin, j'ai vu des exemples. J'ai des cas concrets aussi de ça. Et c'est pas comme ça se manifeste. Mais moi, je pense que ça dépend de chaque personne. De chaque je pense qu'il y a des exceptions, comme il disait, mais je pense pas que ce soit de manière globale quelque chose. L'enfant va juste vivre le moment, l'instant, de manière émotionnelle. J'ai vécu ça. Moi, je suis pas d'accord avec toi. En ayant 7 ans, t'as beau avoir que cette petite année, mais t'as des milliers de questions qui vont te tourner en boucle, avec éventuellement, du coup, même des remises en question. Alors, qu'est-ce qu'il faudrait que je change? Alors, alors s'il fait ça, qu'est-ce qu'il faudrait que je fasse? S'il me dit ça, ah oui, non, alors ça, je pourrais faire ça. Enfin bref, un arbre de questions et de possibilités avec des solutions qui apparaissent, exactement comme pour alors, avoir, regarde, par exemple, c'est possible, moi je te dis. Encore une fois, c'est l'éducation. Ça. Exactement. C'est l'éducation. L'enfant naît spontanément ne fera pas ça. Le problème en soi, c'est pas l'enfant. L'enfant va pas avoir tendance à trop penser. Et sous la pression, en fait, c'est un peu comme une crise d'angoisse. Je comprends ce que tu veux dire. Dans le sens où tu es harcelé, tu te sens pas à ta place, tu n'arrives pas à trouver une manière de base de rationaliser pourquoi. Donc tu vas chercher à rationaliser, tu vas chercher un moyen de t'en sortir de ça. Tu vois que tu ne t'en sors pas et que ça reste dedans. Donc au final, tu finis par te dire, si personne ne trouve un problème à ça, c'est que le problème doit venir de moi. C'est forcément ça, puisque personne ne trouve quelque chose à redire. Donc au final, tu vas de plus en plus rationaliser, de plus en plus réfléchir autour de ça, de la question. Et là, tu peux rentrer comme tu dis. C'est pour ça que je dis, c'est pas forcément une question d'âge. Pour moi, l'enfant peut avoir exactement je suis d'accord dans le fait que oui, ça peut exister. Ça reste pour moi plus rare qu'une majorité. Et
Par contre, comme Mara vient de le dire, c'est très de l'éducation et c'est un truc très risqué qu'on fait de plus en plus dans l'éducation, c'est qu'on veut trop rendre les enfants adultes tôt dans leurs réflexions, tu vois. C'est-à-dire qu'ils vont avoir des réflexions qu'ils ne devraient même pas avoir pour des enfants, tu vois. Mais en fait, là, c'est même pas une question de... on essaie de faire réfléchir l'enfant, c'est juste un mécanisme de survie qui va se développer chez l'enfant, mécanisme de qui va se survie, c'est pas sentir celui-là. seul. Ton mécanisme de survie de base, c'est de fuir le problème. Tu déjà. fuis le problème et tu te mets là où t'es bien. Oui, bah oui. Mais tu vas Mais pas te quand poser de tu- questions, ça peut tu vas pas- juste fuir le problème Oui. physiquement. Oui, Ce qui fait que tu vas rester. Ça ne change pas. C'est Ça, le harcèlement, contexte. c'est que ça revient alors que tu n'as rien demandé et que tu C'est- essaies de fuir justement ça. Mais Il y a pas fuir que ça. le Il y a problème c'est n'engendre le pas contexte. Le contexte, c'est comment t'expliquer ça. Le contexte, c'est comment tes parents t'ont éduqué. Tu sais, comment ton environnement familial, les exemples que tu as d'interaction entre individus dans ton contexte familial. Même à l'école, comment tu vois les interactions entre les gens. Tes parents, est-ce qu'ils t'ont dit que répondre de manière brutale, c'est normal ou... En fait, que la réaction que tu vas avoir et le fait que tu vas commencer à penser à une problématique réside dans le fait de ce que tu as vu autour. Si vraiment tu n'avais pas de cadre, Oui, alors si tu n'as pas de cadre, tu mets un enfant sans cadre, il n'y a pas de parents pour le pousser à ce genre de réflexion, il ne le fera pas. Il va généralement dire, soit il va être violent, c'est le truc le plus simple. Généralement, c'est la violence ou la fuite. Oui, mais dans ce cas-là, C'est ça les deux trucs les là, plus dans ce cas-là, basiques de l'être humain. Pour toi, dans ce Et de cas-là, l'enfant. l'enfant qui subit un harcèlement et la plupart du temps, voire tout le temps, un enfant qui n'exprime pas forcément sa colère ou qui réfléchit avant de s'exprimer face aux autres. Or, il y a quand même des cas de harcèlement qui sont très difficiles à... c'est un peu ce qu'il dit quand même. Non. Ce qu'il veut dire, c'est que la réponse à l'harcèlement, de base, pour n'importe quel, on va dire, être primaire, ton truc, ce sera soit tu vas fuir le problème, c'est-à-dire vraiment fuir le problème, soit tu vas y répondre de façon plus ou moins brutale. Par exemple, quand tu en as parlé de ton problème, tu as dit un truc, tu as essayé de comprendre pourquoi il t'harcèle, etc. De base, tu n'essayes pas de comprendre pourquoi on t'harcèle. De base, quand le feu te brûle, tu vas pas remettre ta main et tu vas pas commencer à réfléchir comme un scientifique. Oui, le feu m'a brûlé parce que ça a Oui, tel mais enfin, degré. ça arrive très vite. Au bout d'un moment, l'enfant arrive. il retombe dans le même problème le lendemain quand tu reviens à l'école. Au bout d'une semaine, allez, grand max, ça peut durer des années. Donc, je sais pas, au bout d'un certain temps, qu'importe le temps, mais il est encore enfant. Il a encore 7 ans. Il y a un mécanisme de réflexion qui va finir par apparaître dans sa tête. Quand il voit qu'il va essayer de fuir, que ça ne marche pas, que le problème revient à lui tout le temps... Il va essayer de taper. Pas forcément. C'est la seule raison pour laquelle il n'essaierait pas de taper, c'est parce qu'on lui a dit que taper, c'est pas... Exact. Mais il y a des enfants qui sont justement harcelés, qu'on ne soupçonne absolument pas aussi d'être harcelés, justement parce que ils passent un peu pour des caïds ou pour des personnes qui ont confiance en elles, tout ça, alors qu'en fait il y a un envers du décor qui se voit pas forcément. Enfin, ça peut être très vicieux, des enfants aussi. Et là je parle pas de mon cas, mais je sais que ça existe, ça, quand même. Mais regarde, le truc c'est que l'enfant qui se fait harceler, s'il y a 0 cas, il n'y a pas de parents qui te disent que taper c'est pas bien, il va taper. S'il se sent trop faible pour ça, il va juste fuir. Quand il rentre chez lui, qu'il est pas bien, ses parents ils le voient, et qu'on lui dit tu dois quand même retourner à l'école, il va demander pourquoi. Il va pas forcément voir. Le parent va généralement te donner il faut que tu y ailles parce que c'est pour ton bien, machin. Si tu as un souci avec, parle-en à, et ils vont lui donner des choses qui va le pousser à la réflexion. Mais tout seul, il le fera pas. C'est problématique aussi. Exact. Si les parents voient pas, c'est problématique, mais des fois c'est très caché. Je pense que de base, si c'est caché, c'est qu'il y a déjà eu le côté où tu vas rationaliser en te disant c'est moi le problème. Si tu arrives à ce stade-là, c'est que tu as essayé plusieurs fois d'appeler à l'aide et que personne ne t'a aidé. Exact. Parce que de base, tu vas forcément aller... Sauf si... Bon, allez, on va rentrer dans un exemple, tu t'es fait tabasser par les caïds et tout, qui va te dire, ouais, si tu dis ça à tes parents, je te tape encore plus fort. Du coup, tu vas pas le dire, peut-être. Mais c'est tes parents, ils te connaissent. Techniquement, s'ils ont un minimum d'intérêt pour toi, ils vont remarquer quelque chose qui va pas. Ils vont essayer de trouver... Ils vont pas savoir c'est quoi,
mais ils vont venir. remarquer. C'est ça. Ils sauront pas, et vu que tu dis rien, ils sauront pas. Et si tu es fermé, l'enfant est très fermé de base, c'est-à-dire que déjà dans les relations, dans les contextes familiales, il y a un truc qui fait qu'il le pousse à le fermer, à essayer de fermer. C'est vrai. Un enfant qui ose pas s'exprimer, c'est pour ça qu'un enfant de base ne peut pas être dans l'overthinking parce qu'il sera forcément dans la recherche de solutions rapides. Mais un enfant de base, c'était bien un enfant. Là, on parlait bien d'un enfant de 7 ans. C'est juste un enfant avec un certain environnement qui a grandi dans de certaines conditions. Tu peux pas aussi sélectionner toutes les exceptions, tu vois. Mais il n'y a pas de multiplication de pensées. Quand on est enfant, parce que moi, ça me perturbe ça. Un truc que tu as dit, que je n'avais pas vraiment réfléchi, je pense qu'il peut y avoir une échelle de l'overthinking. Exact. Du coup, oui, il y a un niveau d'un enfant, il y a forcément un moment où il va réfléchir plus qu'un enfant normal pour certaines situations. Donc oui, on peut dire que c'est de l'overthinking enfantine. Oui, voilà, mais lié à l'enfant, quoi. Mais après, comme on l'entendait, non, on va pas penser que c'est ça. Mais pour un enfant, c'est de l'overthinking, oui. Enfin, c'est ça. Mais moi, je parle vraiment de la définition dont que les gens utilisent partout. Mais c'est quand même mais en fait, intéressant. on sait pas vraiment la définition. Tu nous l'as pas donné, la vraie définition. Donc en fait, je sais pas c'est quoi la définition. Moi, j'ai pas cherché, j'ai pas fait de recherche sur Internet. Si, j'ai donné ma définition. J'ai dit que déjà premièrement, c'est les. Ah oui, mais c'est ta définition ou celle de la définition. Même tu vas sur n'importe quelle. J'ai pas cherché donc. Non, mais tu vas pas me dire que sur les réseaux sociaux. T'as pas vu des centaines de gens qui disent. Je regarde pas tout le temps des réseaux sociaux. Waouh, là j'ai jamais vu un mensonge pareil. Mais tu vas pas me dire que c'est pas un truc que tu as vu en masse de partout et de tout type de personnes. Et tu t'es jamais posé la question de ce que ça veut dire parce que toi-même tu as implicitement compris ce qu'ils voulaient tous dire. Oui, mais tu vois, là, on remarque que justement on a des points de vue quand même assez sur certains points qui sont pas vraiment les mêmes. Quand tu vas sur les réseaux sociaux, c'est peut-être la définition de la personne, mais il y a bien une définition générale. Il n'y a jamais de définition générale. Tout le monde ne va pas que dans un seul sens de l'overthinking. Enfin, je pense que là, il y a énormément de personnes qui pensent d'une telle façon comme d'une autre, comme ça peut se voir là sur la... Il n'y a jamais de définition générale. T'as une direction et plein de petites branches qui divergent, mais ça reste toujours dans une continuité. Je pense que ce que je regardais, c'est les choses qui concernent ma vision de l'overthinking. Et c'est peut-être pas forcément celle... C'était que des adultes. Ben non. Je te crois pas. Mais pourquoi ? Parce que parce que dans la réponse, déjà t'as pas réfléchi. Premièrement. Mais non, parce que je regarde beaucoup de oui, mais je suis presque sûr que le premier truc qui est venu dans ta tête, il y avait personne qui parlait d'overthinking et d'enfants. Oui, mais ça c'est pas grave. Mais quand tu ouvres ton champ, mais ça c'est pas un problème. Enfin, je comprends pas trop. Ce que je veux te dire, c'est que ce que tu as vu globalement, c'est des adultes parler d'un phénomène qui ont créé un espèce de mini consensus sur ce que c'est. Mais jamais ils ont établi la chose sur des enfants. Oui, ben je pense justement que... alors, c'est pas tous, parce que quand tu fais des recherches un minimum par rapport à la psychologie, tu vois que le côté enfant et justement ce trop plein de pensées, il est de plus en plus traité par les psychologues, les pédopsychiatres, psychologues, merci. Si justement parce que les enfants, en fait, on se rend compte que chez les enfants, en fait, il y a justement à échelle différente qu'un adulte, mais un trop pensé qui, pour moi, peut créer les mêmes problématiques à l'âge enfant qu'un adulte, en fait. Parce qu'on voit que les dérives d'un enfant, elles peuvent être similaires. Je suis totalement d'accord. Mais ce que un je adulte. te dis, moi, je trouve que c'est très négatif de faire ça. Parce qu'au final, un enfant, c'est un enfant. Tu vois, essayer d'appliquer une logique. Parce que mais non, justement, c'est pas la même logique. Laisse-moi finir. Oui. C'est-à-dire, c'est des pseudo-psychiatres. Ils ont l'habitude de travailler avec les enfants, mais peu importe comment tu le vois, l'analyse qu'ils vont faire, c'est une analyse d'adultes. Ils vont mettre forcément en perspective avec ceux qu'ils connaissent, ceux qu'ils ont vécu, des cas d'adultes. Qui vont transposer. Ils vont forcément faire ça. C'est des professionnels, ils ont quand même, il y a des ça études qui sont faites. C'est pas grave. Sur Tu sais, il y a des professionnels qui se sont trompés pendant des milliers d'années, et pourtant on les a écoutés jusqu'à ce qu'on voit qu'ils se sont trompés. Moi, je prends pas ça comme... tu peux être scientifique que tu veux, tant que tu t'es pas trompé. Ça dépend peut-être des pédopsychiatres. Alors peut-être qu'il y en a avec qui ça fonctionne pas, mais il y en a quand même qui, justement... T'as pas compris ce que je veux te dire. Imagine, on va transposer à autre chose. Pendant très longtemps, on va dire, d'un point de vue
universel. On a cru que la Terre était plate ou bien que la Terre... Non, mais le j'ai soleil compris, tourne, ce que tu veux tu dire. vois ce que je veux dire. J'ai compris que selon toi, le pédopsychiatre va agir en tant qu'adulte face à un enfant avec un raisonnement d'adulte qui ne va pas pouvoir être adapté de manière positive à un enfant. Positive ou négative. Oui, voilà, et que pour toi, c'est Oui. pas adapté. Mais Or, c'est les pas juste que c'est pédopsychiatres, ils pas ont fait des études, il y a eu des et études. alors, ça veut rien dire pour moi. Dans Mais le sens ils où ont analysé des comportements d'enfants Et pour les alors comprendre. ils ont analysé les comportements. Mais est-ce qu'ils ont compris les enfants? Tu sais, t'en sais rien. Ils ont analysé les comportements d'enfants Il y a quand même des... avec leur prisme d'adulte. Tu comprends pas Oui, ce qu'un je vois enfant... ce que ils tu ont- veux comprends dire. pas ce qu'un enfant comprend, tu vois. Oui, mais il y a quand même, à force d'essayer des choses avec les enfants, il y a quand même plein de choses positives qui se sont développées justement pour... Si on regarde par exemple les enfants autistes, Mhm. une personne dans ce cas-là qui n'est pas autiste, qui dans ce cas-là ne pourrait à aucun moment essayer d'aider par exemple lors d'une thérapie ou lors de... Ouais, voilà, par exemple une thérapie, enfin quelle qu'elle soit, un enfant autiste à se sentir plus à l'aise dans le monde ou... Enfin, après ça dépend, je pense que chaque cas est indépendant, mais il y a quand même des essais, des expériences qui sont faites et qui peuvent parfois aider. Enfin, par exemple, ne serait-ce que des enfants autistes qui n'arrivent pas à s'exprimer, ils ont pu remarquer que par exemple en les baignant avec les oreilles dans l'eau où il y avait des sons de dauphins, ça pouvait les détendre. Cette expérience, est-ce qu'en tant qu'adulte non autiste, il se serait dit ok, alors... Est-ce que c'est ça pas pourrait- un fonctionnement très simple qu'on appelle détendre? Oui, Ils ont mais trouvé une ils ont- façon de les détendre plus rapidement, mais au final, Oui, c'est mais toujours... qui s'appliquait particulièrement bien à ces personnes-là. Et Oui, mais ça reste en fait une logique de base qui est, on est toujours plus facilement à même de se livrer quand on est à l'aise. Le problème, c'est qu'on voulait pendant très longtemps appliquer le modèle global aux autistes, ce qui n'a pas fonctionné. Et comme tu non, dis, bien sûr, ben là c'est- encore c'est- une fois, tu vois, en c'est- effet, ça a été un gros flop. Au bout Voilà. d'un moment, et c'est très c'est- bien, c'est ils un- ont fait des analyses, ils Voilà. ont cherché comment s'occuper des autistes. Mm. Et tu voulais mettre ça en perspective avec les enfants, du coup, ils ont fait des tests sur les enfants, ils ont aidé, ils ont vu qu'est-ce qui fonctionnait le mieux pour les enfants. Mais je me demande, enfin, après ça c'est plus mon avis, et je suis très assez noir-blanc à ce niveau-là. Quand tu fais ce genre d'analyse sur des enfants, tu leur mets déjà des idées d'adultes dans la tête. Pour moi, ces enfants-là, peut-être qu'ils ne seront pas traumatisés comme on l'entend, mais ils auront déjà des réflexions qui ne sont pas de leur âge. Et ça, Mais c'est tu parles extrêmement Tu dangereux. parles de quelle réflexion? Bah, Tu parles déjà- plus des enfants autistes, du coup. là. Non, je parles parle des des enfants enfants tout court. normaux. C'est-à-dire, quand Ok, tu vas parce aller que là, voir... moi, j'ai essayé de te faire comprendre que justement, même si t'es pas Même si t'es avec pas des le- gros mots même de si la t'es pas même le catégorie public, d'une oui. personne Mhm. que tu veux aider en tant que thérapeute, tu peux quand même avoir des moyens que tu as appris, mais justement parce que tu es un professionnel, bon, un bon professionnel, je dis pas, il doit y certainement y en avoir qui ça marche pas, parce que je sais pas, soit ils sont pas faits pour ça, soit parce que les études n'ont pas marché chez eux, je sais pas, X ou Y raison, mais voilà. Mais j'essaie juste de te dire que pour moi, un thérapeute, même s'il n'est pas dans ta situation, dans ton cas, dans ton schéma d'humain, il peut arriver à te donner des outils pour... Je sais. Mais ça, j'ai pour compris ce que aligner, tu veux me dire. Mais c'est juste la professionnalisation la professionnalisation de la chose que je ne trouve pas forcément positive. Parce que tu peux trouver des... Là, je vais partir très loin dans l'exemple. Mais tu peux trouver des gens qui sont des mains vertes, qui font pousser tout et n'importe quoi, qui n'ont jamais fait d'études d'agriculture. Tout comme tu peux trouver des gens qui ont fait énormément d'études et qui ne savent pas faire pousser de radis. Ah, mais peut-être que tu vas te sentir de mieux en mieux juste avec des simples discussions avec des amis parce que tu as un entourage qui va être super bien adapté Pour moi, et propice à c'est ça. exactement ce que je veux te dire. Et ça dépend. C'est que tu professionnalises, enfin, pas toi, hein, mais on professionnalise trop les rapports humains. Pour moi, les sciences sociales, elles ont pu apporter des trucs positifs, mais c'est trop de trop. Alors que ça repose toujours sur une même base, c'est-à-dire tant que tu es à l'aise, tant que tu es dans un bon environnement, tu seras à même d'être toi-même, tu vois. Je de suis progresser. entièrement d'accord. Mais justement, si tu vois que l'environnement est problématique, pour moi, c'est quand même intéressant justement de nos jours d'essayer de tester justement autre chose. Si tu vois que ton environnement, tu peux pas problématique pouvoir pour qui? Pour la masse pour ou toi. pour l'exception?
Ah non, mais pour toi. Pour Non, toi mais je veux qui dire- est dans non, un mais environnement négatif. En général, ton avis, on répond. Problématique, non, pour l'exception, pour toi. Enfin, Donc pour- c'est forcément pour l'exception. Donc pour toi, c'est forcément mieux de C'est l'exception à s'adapter, mais pas la masse. Non, c'est même, ce que tu veux dire. même sans rentrer dans ça, au lieu de faire ça, crée un environnement toujours plus inclusif pour tout le monde, au lieu de te focaliser chaque fois sur des exceptions. Parce qu'au final, plus tu te focalises sur des exceptions, plus tu crées une espèce de Ah non, de mais là, je parlais différence, en tu tant vois. que. Je parlais d'un point de vue très individuel. L'individu qui se sent mal. C'est ce que je viens de te Quels dire. outils il a pour lui. Après, c'est sûr que la société, ce serait bien qu'elle évolue, en effet, en pensant à l'ensemble. Alors que ça n'a aucun intérêt pour elle. Oui. Ouais, en fait, déjà, on parle d'un truc qui n'existe pas. Hein. La Comment ça société, tu dis, la société évolue, mais la société, c'est juste plein d'individus seuls Ce n'est pas qui une entité essayent propre. donc la société, elle ne changera pas puisqu'elle n'existe pas. Après, c'est aux gens de changer et de faire Oui, les c'est- travails, d'amener le travail à l'individu. Je suis pour réduire l'échelle de la granularité de la chose à l'individu et arrêter de parler de société, même si ça existe. Enfin, bref, Bah, c'est un enfin, débat plus dans long ce que ça, cas-là, mais si- c'est pas. Peut-être que c'est pas, tu préférais que je dise, je sais pas moi, comment dire. Moi, je préfère que les gens, du coup, se disent. Mais par exemple, dans notre cas, du coup, quand overthinking pour les enfants, au lieu de dire c'est Quel est le possible, problème de l'enfant? Ouais, c'est Autant ça. régler le problème des parents. c'est ça. Regardez d'où vient le problème. D'où vient le problème, et que pour moi, le problème d'overthinking, comme tous les problèmes, tous les troubles sociaux d'un enfant, c'est l'environnement. Donc, c'est les parents et ce qu'il y a autour. Et un enfant, naturellement, sauf si tu le pousses à sortir de son état d'enfant, ne fera pas d'overthinking par lui-même. Il y a un environnement autour qui l'a amené à ça. Et c'est Faut qu'il Je faut suis- qu'il laisse Zény parler parce que je te jure, il est en train Je suis d'exploser. pas forcément d'accord. Parce qu'un enfant qui naît avec certaines pathologies, ben, tu peux pas dire ça. Un Lesquelles? enfant autiste ou un enfant qui naît schizophrène Alors, ou un enfant qui naît... Alors, Forcément, il aura on va. Attends, je n'ai pas fini. Il aura une multiplication de pensées qu'un enfant dit sain n'aura pas. Ouais. Après, là, c'est mon avis. Là, pour le coup, c'est mon avis, mais je pense sincèrement Déjà, qu'un tu as enfant... cité le mauvais exemple. Ben, Tu as dit peut-être... autisme. L'autisme, il y a des Non, mais enfin... études. Oui, alors oui, et mais des il y a contextes différents qui types. Oui, mais on a montent la jauge. déjà eu cette discussion. Enfin, on a déjà parlé de ça autour d'un podcast qu'il faudra aller voir. Regardez sur toutes les plateformes de téléchargement, YouTube, Spotify, etc. Tu seras Mais payé. pour qu'il ait de l'argent. Quand bien même, enfin, on a dit, je sais ce que tu vas me dire, mais je redis, c'est vraiment moi comment je pense. Un enfant qui naît avec des problématiques, que ça soit physique ou mentale, aura toujours la multiplication de pensées sera toujours plus importante et peut-être extrême. Parce qu'un enfant qui naît schizophrène, je suis désolée, tu peux pas me dire qu'il a... Ça aussi, c'est comme l'autisme. Il y a des contextes, il y a des environnements. Mais quel contexte? propices, Un enfant... Il y a des choses Mais il y a des... avant ça. Oui, mais en fait, Mais En fait, tout ce qui est avant que trouble ça soit, mental, avant que je ça peux te soit répondre la même détecté, parce que les autistes, des fois, il y a des parents qui attendent des années, en fait, et qui ne comprennent pas, ben justement, avec des errances médicales, qui ne comprennent pas et qui ne savent pas pourquoi, même s'ils font des rendez-vous, etc. Pendant ce temps-là, l'enfant, il est en marge. Et en fait, même si les parents, ils essayent de faire... L'environnement est là. Il y a des parents vraiment qui se donnent, qui essayent de comprendre, qui essayent vraiment. Mais l'enfant, non. En fait, Oui, il et s'enterre dans son truc et forcément, à 5 ans, il peut avoir des pensées et là, pour le coup, des Oui, pensées et qui sont peut-être amenées à des réflexions parce que les adultes ont posé des questions et donc lui faire avoir des réflexions qui ne sont peut-être des réflexions d'adultes, comme vous dites. Mais pour moi, il est dans un tel schéma qu'il l'enterre et qu'il le met dans une bulle et qui lui fait avoir des milliers de questions que c'est la même, qui le met dans un processus de cercle vicieux parce que il se demande les mêmes questions qu'un enfant, qu'est-ce qui va pas chez moi, etc. Il y a rien qui va. Et pour moi, ça c'est une multiplication de pensées qui est en trop pensée. Et ça c'est qu'un enfant il naît malade et forcément ou un enfant on va revenir, un enfant
pas forcément qu'il naît avec, mais un enfant qui a un cancer à l'âge de 3 ans, 4 ans, pendant 4-5 ans, il a le cancer, je suis désolée, il aura des pensées, et là, c'est indépendamment de sa volonté, mais même en termes c'est pas les adultes qui ont intégré des schémas de pensée ou des pensées dans sa tête. Oui, bon, attends, mais enfin, non, mais enfin, bon, soyons sérieux. La mort, tu sais que tu es enfant, enfin, forcément, Déjà, la conception de la mort et l'enfant, c'est un vrai sujet. Oui, mais enfin, là, c'est chipoté, vous pensez... Non, mais vous, parce que je vois ta tête et je vois à quoi tu... Mais oui, mais là, c'est chipoté. Enfin, pour moi, en vrai... Mais si on regarde un enfant, là, en adulte, on se pose 10 000 questions. En enfant, il faut aussi regarder l'overthinking en mode... avec le côté naïf d'un enfant, le côté innocent d'un enfant. Et en fait... Il n'y a pas ce côté innocent et naïf du côté adulte. Et en fait, c'est important de voir que les questions, un enfant, ça arrive tout seul. Un enfant qui est malade, un enfant qui malade physique, mental, en fait, ça arrive et ça arrive beaucoup plus fréquemment qu'on ne le pense. Mais ces enfants-là, déjà, les enfants ont énormément de mal à exprimer, même s'il y a l'environnement, même si les parents essayent de parler, il y a vraiment un schéma. On prend la famille idéale où il y a vraiment tout autour, socialement parlant, pour amener l'enfant à ce... Ça dépend ce que tu entends par parler aussi. Non, mais exprimer, traduire ses pensées. Tout enfant n'arrive pas à traduire réellement ce qu'il a dans la tête. Si. Attendez, il n'arrive pas à le faire forcément de façon ordonnée, mais il arrive toujours à le faire. Mais après, ça dépend toujours aux parents d'apprendre à comprendre comment s'exprime son enfant. Je ne te dis pas que c'est facile, je te dis que la plupart des personnes ne sont pas forcément aptes à le faire parce qu'on est tous dans un monde où on est stressé par 20 000 trucs. Donc du coup, tu n'as pas forcément le temps d'accorder à ton enfant le temps, malheureusement, de comprendre exactement la complexification qui se passe dans sa tête, parce qu'un enfant ne va pas pouvoir arriver comme toi et donner une idée raisonnée, il va te dire par A plus B ce qui se passe dans sa tête. Parfois, il va peut-être juste faire une connerie spécifique qui veut dire telle ou telle chose, et tu dois comprendre le cheminement. On n'est pas tous en même à le faire. Mais tu vois, genre justement, on en revient à ce que tu disais tout à l'heure. Il s'appelle Brice. Brice. Bon, tu peux m'appeler dessus. Hein. Mais en fait, genre, tu disais oui que les gens ramènent leurs enfants qui ont des troubles, et le professionnel, le problème, c'est que, et c'est un vrai problème souvent, parce que je l'ai vu ça, c'est quand des parents amènent un enfant qui a des soucis, on va juste se focus sur l'enfant. Non, ça j'ai vu. Ça dépend. Je l'ai très vu. Je comprends ce que tu veux dire. On va très se focus sur l'enfant et non pas. Et je parle même pas que sur les parents. Il y a pas que même s'il faut surtout l'environnement, en fait, il y a plein de choses. Oui. Mais avant, oui, c'était le cas, je dirais avant. Oui, voilà. Maintenant, les choses évoluent depuis quelques années, pas depuis très longtemps. Hein. Vraiment, oui. Je dirais même depuis même pas 5 ans. Moi, je suis d'accord. Mais les choses évoluent. Ils ont pris un virage violent, en fait. On est passé de tout de rien à tout. C'est vrai, il n'y a pas eu de transition. C'est vrai. Côté où l'enfant de lui-même, il est innocent, machin, c'est forcément son environnement. Donc, du coup, on doit chercher son environnement. Qu'est-ce qui a fait que l'image Alors que prendre l'ensemble de la question, peut-être serait plus important. Prendre les deux parents, enfants ensemble. Déjà, c'est un truc qui est très rarement. Oui, c'est vrai qu'il n'y a jamais eu l'ensemble. C'est même en général, pour ceux qui s'y connaissent un peu. Oui, mais depuis peu. Oui, c'est depuis peu. Il y a 30 ans, c'est sûr. Mais je veux dire, si on parle il y a 30 ans, ces questions ne se posaient même pas vraiment. À 30 ans, on a dit que t'es faible, donc ça n'aurait pas été faux, mais c'est une autre question. Mais dans un domaine totalement différent, puisque depuis tout à l'heure, on parle de... Non, mais elle vous voit comme des personnes warning. Non, mais c'est pour rigoler. Il y a juste quelque chose, il y a des choses qui me perturbent un peu depuis tout à l'heure. Vous refusez avec Céline qu'on vous mette en avant des cas où justement il y a de l'overthinking chez l'enfant. Au contraire, je promets avoir dit après que je pensais pas ça. Vous mettez en avant le fait que ce soit à chaque fois des extrêmes minorités, mais finalement il y a tout un panel, on peut pas trop dire un panel d'enfants, mais il y a une grande quantité d'enfants qui sont dans des situations particulières. C'est des propos bizarres. Hein. Tu parles maintenant ou pas? Non, mais comme les adultes ont des situations de vie différentes, même s'ils n'ont pas beaucoup d'années de vécu. Non, mais est-ce que tu parles si tu parles des dernières années, il faut aussi se dire que c'est énormément faussé par l'accès à l'information. Moi, je parle en fait du présent, parce que je me dis, bon, il y a un effet. Les enfants sont de moins en moins des enfants maintenant.
Moi, de plus en plus tôt, ils ont accès à un téléphone, de plus en plus tôt, ils regardent Internet. Mais je suis justement, du coup, ça va limite dans notre sens. Il y a encore plus, du coup, de pensée potentiellement chez les enfants. Le problème, c'est que les enfants sont pas des enfants. Les enfants sont pas des enfants. Mais selon vous, du coup, la définition de l'enfant, c'est quelque chose de... C'est limite quelque chose, en effet, de naïf qui ne pense pas. Un enfant, pour moi, c'est... Alors que très facilement, il peut y avoir des pensées chez l'enfant, enfin, des pensées... Les pensées sont nécessaires, on est obligé de penser. Je pense que même bébé, tu penses. On ne peut pas ne pas penser. Hein. Exactement. Ouais, bah, ce que je veux dire, c'est que pour moi... Enfin, quoique, selon... Il y a des exceptions, peut-être. Mais l'enfant doit être un enfant. Un enfant doit être un enfant. Un enfant doit grandir à part l'erreur. Mais à chaque fois, vous vous rappelez l'enfant, c'est le truc le plus scientifique qui existe. Oui, c'est un scientifique de base. Oui, parce qu'à chaque fois, vous revenez sur le fait qu'il ne faudrait pas qu'un enfant réfléchisse trop à certaines choses et qu'il garde une certaine naïveté. Enfin, je suis assez d'accord avec vous d'un point de vue, bah oui, l'enfant, il faudrait qu'il ait jusqu'à un certain âge, un environnement, une innocence. Et ça, je suis entièrement d'accord. Il doit. Mais ça, je suis entièrement d'accord, en fait. C'est juste que concrètement, qu'est-ce qu'il arrive chez de nombreux enfants, en fait, que ce soit, comme Céline l'a dit, au niveau des maladies, que ce soit lié à l'environnement, mais c'est comme ça, l'environnement, il est comme il est, et il se trouve qu'en effet, il y a une quantité d'enfants, enfin, je le vois, moi... Et de plus en plus aussi, avec la société qui évolue très rapidement. Oui. Enfin, il y a de plus en plus d'enfants, vu qu'ils ont accès à tout et à des questions qui ne sont pas censées se poser et avoir, créer des... c'est pas pour rien qu'il y a de plus en plus d'enfants qui sont anxieux chroniques. Attends, d'enfants même. J'allais dire un truc que peut-être vous n'allez pas être d'accord, vous allez me regarder encore une fois comme si j'étais un monstre. Mais un peu. Ça n'a aucun sens ce que vous dites. Comment ça? C'est des problèmes créés. C'est-à-dire que ça n'existe pas. Oui, mais quand bien même que ce sont des problèmes créés. Je ne dis pas créés par la société, etc. Créés par l'enfant. Mais ça, c'est par mimétisme. Le problème est exactement là. De base, un enfant, c'est du mimétisme. C'est de mimétisme et c'est de l'expérience, c'est de la tentation, etc. Mais ça, c'est pas grave, je cherche pas le pourquoi du comment. Dans tous les cas, la conséquence chez lui, c'est... La conséquence, c'est pas l'overthinking. L'overthinking, ce sera la conséquence après, quand il sera beaucoup plus grand. Là, ce sera de l'overthinking. Pour le moment, c'est juste du mimétisme pur. C'est-à-dire, c'est très dur ce que je veux dire, par exemple. Mais un enfant qui va naître avec une mère très anxiogène, très dans la paranoïa, très dans il va reproduire des schémas qu'il ne comprend pas. Donc, on ne peut pas dire que c'est de l'overthinking parce qu'il ne les comprend pas. Il va même pas les penser, il va juste se dire, c'est comme ça que ça doit être. Donc il va refaire. Et quand il va grandir et se mettre en perspective avec d'autres gens qui agissent peut-être comme ça, là il va se dire peut-être que c'est comme ça. Donc oui, il y a de l'overthinking pour les enfants, à un degré enfantin, l'overthinking enfantine, mais c'est pas, pour moi c'est pas de l'overthinking parce que c'est pas d'une pensée. Pour moi l'overthinking c'est pas une pensée construite. Exact, il n'y a pas de raisonnement, il y a pas de construction, c'est juste du mimétisme. De la répétition. Mais... C'est du mimétisme émotionnel dans lequel tu t'enfonces parce que tu n'as aucun moyen de l'exprimer à quelqu'un. Mais j'ai l'impression que là, tu parles plutôt de l'émotion que va ressentir l'enfant. Il va être anxieux parce qu'il y a la mère qui est anxieuse, par exemple. Il n'y a que ça. Un enfant n'a pas cette réflexion. Mais si on entre dans un cas plus précis, l'enfant peut se poser des questions. Enfin, par exemple, si la maman est anxieuse pour une raison. Pourquoi t'es triste, maman? De quoi? Il va dire pourquoi t'es triste, maman? Il va dire pourquoi t'es comme ça, maman? Oui, par exemple. Mais de base, il n'aura pas la réponse. Le problème, il n'aura pas la réponse. C'est ce qui peut créer justement un tourbillon de questions. Le pire, c'est que je pense qu'il n'y aura pas... Pourquoi papa et maman, ils se fâchent? Pourquoi papa et maman Qu'est-ce qu'ils faisaient dans la chambre? Pourquoi papa frappait maman? Alors non, j'étais pas allée aussi loin. Non, mais en fait, ce que je veux dire, c'est qu'il y a des raisons, par exemple, pour lesquelles les parents sont anxieux, et l'enfant, d'accord, il va ressentir l'anxiété, juste parce qu'il va être en présence de cette anxiété, ça c'est ok, mais à quel moment tu peux être certain que l'enfant ne va pas développer des questionnements, des pensées? Je t'ai pas dit qu'il va pas développer des questionnements, il va développer des questionnements, mais il sera pas dans l'overthinking, c'est-à-dire qu'il va penser... Selon toi, c'est qu'il va avoir des questionnements, mais ça va jamais être négatif. Qu'est-ce que vous appelez le trop-plein? C'est toi qui penses que l'overthinking c'est que négatif, dans la définition que j'ai dit. Mais dans ce cas-là, oui, pour moi, c'est quelque chose vous l'avez dit dès le début. Pour moi, c'est quelque chose de négatif. Par contre, je trouve que c'est quelque chose. C'est quelque chose de négatif, je suis d'accord. Donc, ça veut dire que si on reprend, tu es d'accord pour dire que l'enfant va se poser des questions. Mais il ne sera pas dans l'overthinking. Mais que ce ne sera jamais négatif.
Pourquoi je Ce me sera dis là. ça? Mais puisqu'il sera pas dans l'overthinking, mais qu'il va penser. Ça peut être négatif. Alors, mais pour moi, ce sera pas non, de mais je veux dire, le l'overthinking. trop-plein. En gros, oui, tu penses qu'il va avoir une petite pensée comme ça, mais ça va s'arrêter là. C'est ça que C'est-à-dire je veux dire. que, Ça par va exemple, pas être un tourbillon qui va rester et... Ça ça que tu ça veux dire. peut le devenir quand il sera en âge de raison. C'est-à-dire quand tu seras devenu adolescent, qu'il va vraiment mettre en perspective avec quelque chose de plus raisonné. Quand il sera enfant, il va voir maman est triste. Enfin, je sais pas, puisque je suis pas pédopsychiatre, je suis pas machin. Mais je pense que le premier réflexe que va avoir l'enfant, c'est culpabiliser. Quand il va voir que ça se Ah, je suis entièrement d'accord pour le coup. Trop Il souvent, y a, il il y a va beaucoup penser que c'est lui d'émotions le qui vont problème. être... Mais ce sera du coup que de l'émotionnel. Ce sera pas. Mais je pense Ce sera des pas une réponses construction, brutes voilà. et pas genre, Ce sera ok. pas une construction réfléchie en mode maman machin parce que pas ça. Et du coup, si c'est ma faute, moi est-ce que c'est parce que j'ai agi comme ça et machin. Peut-être que tu penses pas. inconsciemment, Parce il que peut. s'il a la culpabilité, ça veut dire qu'il s'est posé un minimum de questions, par exemple. Tu peux avoir de la culpabilité pour très vite. Hein. Tu peux avoir de la culpabilité. C'est une émotion primitive, la culpabilité? Non. Bah, On pourquoi est tu enfant, rigoles? non, mais pour- c'est- Mais vraiment. c'est une vraie Non, mais là, oui, là, mais c'est la une vraie façon dont question. Ah, pardon. C'était on se fait espèce de petit débile là. Tu Non, vas non, dire non, quoi? par contre, non, c'était une vraie question. Non, c'était pas pour. Ouais, oui, c'est Vraiment, primitif. par contre, Pour moi, oui, c'est. Je casse tout carrément. Ok. Ok. Bah, par exemple, quand un enfant fait une connerie en général, il va pas venir exhiber sa connerie fièrement. Une fois qu'il a déjà pris la première tape, la première fois qu'il a fait la connerie, il va pas. Mais venir. j'ai voulu vous poser une question, parce que depuis tout à l'heure, on parle que de L'enfant. du relationnel. Non, Ouais. déjà l'enfant, mais même pas ça. On dit que Oui. c'est l'overthinking dont on parle là, c'est que Mhm. du relationnel. Oui, Oui. oui. Vraiment Alors que qu'en ça. réalité... Et ouais, du coup, je- il y a d'autres trucs. Par exemple, quand il y a plein. Là, du coup, ça sort du cadre de l'enfant. À moins, Oui. il y en a certains qui startent des business à 6 ans, mais bon. Et puis, à nous. Mais du coup par exemple, dans une vie de travail, je pense qu'il peut y avoir de l'overthinking lié à la profession. Et Oui, en fait, ouais. il y a ce Beaucoup. débat. Est-ce que une instabilité financière ou un manque de sens au travail, dans ce qu'on fait dans notre travail, ne peut pas amener à overthink? Je pense que ça a un impact énorme sur l'overthinking chez un être humain. Parce que le travail, en soi, on y passe la plus claire de notre temps dans une journée au travail. Financièrement Qui, parlant. oui. Oui. Enfin, même si oui, mais bon, Oui. enfin, la plupart des personnes qui travaillent, c'est ça. Et ben, tu travailles pour un salaire. Et donc, forcément, si tu travailles beaucoup, ton salaire ne suit pas, ou tu travailles, mais tu n'as pas forcément d'intérêt, tu n'y trouves pas d'intérêt dedans, tu ne t'y épanouis pas, merci. Et ben forcément, ça va créer un effet chez toi qui ne sera forcément négatif à te poser un trop plein de questions. Pour Oui, moi, mais c'est est-ce un que impact. Oui, c'est un impact limite, moi je dirais à 50%. Tu parles... Oui. Est-ce que Sur tu ta, inclus- mais sur ta vie, parce que ça, c'est quand même un Tu vas gros. commencer à te poser des questions. Est-ce que Un j'ai fait gros les bons bout, pardon. choix Oui. Est-ce que vraiment je suis fait pour ça? Est-ce C'est que je ça. vais changer de voie, etc. Parce qu'au travail, franchement, en vrai, quand tu es au travail, tu penses. Alors oui, tu peux avoir des pensées qui partent sur autre chose, mais tu es au travail. Donc forcément, tu te poses plus de questions sur ce que tu fais au travail. Et tu y passes minimum 8 heures par jour, 7 heures, si vous voulez, par jour. Donc forcément, minimum. Pour certains. Voilà. Mais donc forcément pour moi c'est tous les jours tu y vas, sauf le week-end, mais on voit bien que certaines personnes ne déconnectent pas le week-end, donc Mais est-ce que c'est pas contre-productif? sûrement. Puisque est-ce que ça t'empêche pas Je pense justement que ça dépend d'avancer vraiment dans du ton métier. travail? Mais ça tu fais pas exprès. Et c'est même ces tout à l'heure tu pensées-là. disais un truc, tu disais que c'était le truc que ça poussait à l'inaction. Mais est-ce que c'est pas l'inverse? Est-ce que c'est pas l'inaction qui pousse à Je pense overthink? que c'est un cercle vicieux. Ouais, Dans le sens mais où- le cercle démarre quelque part. Je pense que le cercle démarque d'abord par le vote. la pensée. Je Ouais, suis pas d'accord. moi Je pense aussi. que t'es déjà en train de faire l'action. Par exemple, Pour moi, c'est tu vas l'inverse. rester dans le travail, tu es en train de faire de l'action, et puis d'un moment dans ta tête, tu vas te dire, mais pourquoi je fais ça?
En général, il y a des trucs avant, tu vois. Ça, souvent, tu as une situation où tu as une difficulté qui est arrivée, qui te fait te poser la question de ton confort de vie, de comment tu vis, le sens que tu as dans ta vie. Et pendant que tu fais l'action au travail, etc., tu vas te dire pourquoi tu fais ça, est-ce que ça vaut le coup, machin. Mais c'est bien ce que je te dis. Et du coup, à ce moment-là, tu vas commencer à peut-être t'investir moins dans le travail parce que tu vas moins te sentir concerné par ça. Tu vas moins te sentir représenté dedans. Et là, tu vas commencer à être moins actif. Du coup, tu vas être moins actif. Tu auras peut-être plus de problèmes avec tes patrons ou quoi que ce soit, même avec toi-même, puisque tes résultats vont peut-être pas suivre. Tu vas encore plus te poser des questions et plus tu vas t'enfermer dans ça, plus tu vas être dans l'inaction. Mais là, on parle juste d'inaction professionnelle, parfois ça peut être l'inaction sociale. Parce que même tu t'épuises tellement au questionnement plus au travail, tu arrives chez toi. Mais justement, pour moi, c'est le début, c'est l'inaction dès le début qui va te pousser à amener cette... Parce que c'est justement l'inaction de ne pas t'être posé la question et de ne pas avoir construit ton avenir avant qui va te pousser à te dire pourquoi je suis dans un truc éclaté. Ah, forcément, ça se trouve, tu as fait l'action de travailler, tu as fait l'action de chercher, tu as trouvé un travail que tu pensais être vrai. Tu as intégré la boîte, tu as kiffé pendant un moment, la boîte a changé de direction, imagine-toi, elle a suivi un truc. Ça va pas arriver aussi, ce genre de truc. Donc, je sais je suis pas d'accord. Tu vas chercher comme beaucoup le truc par mimétisme social et puis par des défauts parce qu'il faut. Tu vois. L'argent. Et du coup, tu vas. Mais si tu t'étais vraiment posé dès le début, tu t'es dit non, je veux pas, et tu vas dans ta direction, tu n'auras pas le temps de trop penser. Mais ça, parce que les problématiques, elles se multiplient et tu as besoin d'avancer. Ben, ça dépend de la personnalité de chacun, parce qu'il faut avoir la confiance. Je vais te donner un autre exemple. Parce que l'inactivité est liée aussi à la confiance en soi et à la confiance de si les personnes qui se lancent la plupart du temps sans trop penser, c'est des personnes qui sont extrêmement confiantes. Ou bêtes, oui, c'est vrai. Pareil. C'est vrai. Ou bêtes. Mais les personnes qui sont bêtes, entre guillemets, elles sont très confiantes. Hein. Et elles ont une confiance en elles. Je sais. Les personnes, mais c'est pas tout le monde en fait, et c'est aussi la confiance en soi qui freine. Donc je dirais pas que c'est l'inaction, parce qu'en vrai, je vais m'expliquer pourquoi je dis ça. Je suis un peu d'accord avec toi. Toi, d'accord avec moi, c'est bizarre. Ça fait 2 jours qu'ils sont pas d'accord, et là. Mais non, mais enfin. Après, c'est pas forcément entièrement lié au travail, mais ça peut s'appliquer plus généralement. Mais par exemple, dans une dépression. L'idée justement pour essayer de sortir de la dépression, ça va être de passer à l'action. Pourquoi ? Parce que justement on est dans un état d'inactivité où le cerveau justement va rester dans des boucles. Enfin après il y a peut-être des dépressions où on est plus ou moins anxieux, où il y a juste un sentiment de vide et pas de pensée. Mais très souvent il y a quand même à un moment donné une question d'inactivité et un tourbillon, même s'il n'est pas très complexe, de pensée qui reste et voilà, qui est dû à l'inaction, du coup. Et l'idée, justement, c'est d'essayer de trouver quelque chose qui va nous débloquer ce tourbillon. Et pour ce faire, du coup, ça va être essayer de trouver une action, du coup, pour sortir de cette inaction et de sortir de ces pensées-là. Par exemple, dessiner, par exemple, aller faire du sport, par exemple... sortir avec des amis si c'est plutôt quelque chose de social qui va nous faire sortir de ça. Enfin, ça dépend vraiment de chaque individu. Mais pour le coup, là, dans cette situation-là, ce serait vraiment en effet l'inaction qui est une faille dans laquelle va s'engouffrer toutes les pensées. Okay. C'est ça que tu voulais dire un peu ou pas ? Exact. Voilà. C'est ça. Et même outre ça, si tu changes le référentiel, du coup, tu vas dans un monde beaucoup moins occidentalité, beaucoup moins moderne. Je doute, si tu dois chasser pour vivre et que tu as des trucs à faire. Tu dois me regarder comme si c'était un jugement par rapport à oui, mais de toute façon, tu me t'écoutes. mais en fait, tu n'as pas le temps. Quand tu as des vraies actions qui ont un sens dans ta vie, tu n'as pas le temps de trop penser, c'est pas possible. Et pour moi, justement, c'est le fait d'arriver à un moment d'inaction. Et l'inaction, c'est pas de rien faire. L'inaction, c'est de ne rien faire. Pour avancer dans sa propre direction. Ça, c'est... Après, la question, c'est aussi comment arrive l'inaction. Est-ce que l'inaction ne peut pas arriver à cause justement d'un trop-plein d'actions, comme avec le burn-out, par exemple. Burn-out, action, non, le burn-out, pour moi, non, mais dans un premier temps. Le burn-out Non, pour moi, le burn-out, justement, c'est l'inverse. Le burn-out, c'est de rester enfermé dans un truc qui n'a aucun sens pour nous, mais qu'on essaye de se convaincre jusqu'à ce que ça pète. Après, est-ce que c'est forcément quelque chose qui n'a pas de sens ? Des fois, c'est juste quelqu'un qui, en soi, aime ce qu'il fait,
mais qui le fait avec trop d'énergie et qu'il n'est pas reconnu entre guillemets à sa juste valeur, en tout cas qu'il n'a pas un retour forcément positif. Reconnu et sens, c'est exactement la même chose pour moi. De quoi Non. Reconnu Si, quoi dans le sens où quand tu fais quelque chose, Oui. reconnaissance et sens à Oui. son action, à une action, c'est Oui. la même chose. Dans le sens où si je dis que je veux Oui, mais ce que je veux dire, je veux c'est... changer tel domaine. Par exemple, moi, je suis dans l'informatique, donc on va dire, je veux développer un framework en informatique qui va révolutionner telle chose. Je vais le développer, il va exister. Je vais me détruire ma santé. Et à la fin, les gens regardent le truc, ils sont en mode éclatés. Genre, rien à faire. Eh ben, tout le sens que tu t'étais construit, il n'existe plus. Il a vanish. Et c'est ça, ton sens repose sur la reconnaissance. Pas forcément, c'est des bonnes personnes. Je pensais que tu voulais dire sens dans le sens où, par exemple, un métier que tu fais pour l'alimentaire, enfin tout ce qui est, comment on dit, mince. Un métier gagne-pain, quoi. Ouais. Là, ce serait pas trop dans ton cas, tu vois. Enfin, t'as quand même un métier qui te plaît puisque tu te donnes à fond pour un certain projet. T'imagines, certes, que le projet va donner quelque chose d'intéressant et que les autres vont te reconnaître par la suite grâce aux résultats que tu auras obtenus. Mais là, je parlais plutôt d'une situation où c'est un gagne-pain. Moi, je pensais que tu parlais du sens que tu donnais à ton travail, dans le sens mon travail n'a pas de sens parce que c'est juste un gagne-pain. Je n'ai pas choisi ce que je faisais et du coup, je n'ai pas, j'ai pas choisi. Pour lui, il met ça au même niveau, c'est-à-dire. Tu mets ça au même niveau ? C'est-à-dire. C'est quand même deux situations hyper différentes. Ça dépend. Parce que ça, dans la finalité, non. Pas tout à fait, parce que là, dans son cas, il y a quand même l'environnement qui va beaucoup changer le résultat finalement. Est-ce que l'environnement va finalement accepter le résultat ou en tout cas le reconnaître comme quelque chose d'intéressant ou pas ? Tandis que dans l'autre situation, quoi qu'il arrive, quel que soit l'environnement de travail, finalement, même si la personne a des collègues très sympas, tout ça, son travail n'a pas de sens et finalement, le mot travail dans sa tête n'aura pas du tout la même signification que dans le cas... Parce qu'en fait, l'autre prend son sens au moment du résultat, lui il prend son sens au moment de de ce qu'il fait. Justement, c'est ça. En fait, c'est que t'as plein... Justement, les gens qui, pour moi, quand tu arrives au burn-out, c'est juste que tu t'es rendu compte que tout ce temps, ce que tu faisais n'avait aucun sens pour toi, en fait. Et c'est parce que tu peux faire exactement la même chose, mettre la même énergie, ne jamais dormir pour quelque chose qui va t'amener exactement là où tu voulais et tu n'auras pas ce problème de burn-out. C'est une question de sens. Aussi. Ça dépend parce qu'en soi, est-ce que c'est vraiment justifié, par exemple, que l'environnement dans lequel tu travailles n'accepte pas ton projet final ? Est-ce que c'est justifié ? Peut-être que c'est justifié pour eux, mais si tu étais tombé sur d'autres personnes, c'était pas justifié. Et dans ce cas-là, est-ce que tu as bien fait de t'investir jusqu'au bout ? Bah oui, parce qu'à tout moment, avec une autre équipe, tu aurais une reconnaissance exceptionnelle. C'est à toi de faire ce travail. C'est à toi de voir avec qui. C'est à toi de voir. Non, je comprends pas ce que vous voulez dire. Parce qu'elle dit que c'est le manque de reconnaissance réside dans le référentiel dans lequel tu l'as fait. Mais justement, c'est à toi, on s'en fout. Exact. Si vraiment, c'est pour ça que si vraiment ça a du sens pour toi, ce sera pas un frein, ça. Jamais. Tu vas juste te dire mais c'est juste pas le bon truc, je change de référentiel. Pour toi, c'était forcément un frein, du coup, vu que tu as avancé cet exemple, je me disais, c'est forcément un frein. C'est un frein seulement quand les gens se rendent compte, au final, que peu importe l'endroit, ça ne fait pas que dans ce cas-là, tu as dupliqué la situation ailleurs, et ok, d'accord. Et pour moi, c'est ça. Et c'est que tu as plein de gens qui burn out, et en fait, tu as plein de gens qui fantasment des postes et des trucs qui fantasment. Tu as des gens qui se disent, je veux être manager dans des grosses boîtes. Et qui veulent pas pour autant créer leur boîte. Et t'as plein de gens qui vont faire tout, ils vont grind, ils vont faire ce qu'il faut pour arriver au poste, et quand ils auront les responsabilités et tout, ils vont en fait se rendre compte que c'est pas ce qu'ils veulent, que c'était pas du tout ce qu'ils veulent, et c'est ça qui va créer le burn-out. Ils croyaient que la reconnaissance... C'est là où je voulais en venir tout à l'heure, en effet, c'était l'histoire de l'inaction. Quand tu disais l'inaction, du coup, et la faille dans laquelle va... Mais pour moi, justement, c'est le fait de ne pas essayer, de ne pas avoir essayé assez de choses, de ne pas t'être vraiment posé les questions, de ne pas t'être mis à risque dans des choses qui te plaisaient plus, ou d'avoir suivi les trucs de la famille, ou d'avoir suivi les attentes non, mais ça, d'un groupe. Je suis d'accord avec toi. C'est le fait de rester dans ça qui, pour moi, j'appelle ça de l'inaction. Quand tu fuis un truc, c'est de l'inaction. Tu n'as pas travaillé sur toi. En fait, la réflexion que je me faisais tout à l'heure, c'était juste l'idée que peut-être l'inaction arrive l'inaction en tout cas du burn-out
qui arrive avec la dépression du burn-out, Ouais. arrive peut-être d'un plein d'actions. Donc en fait, l'inaction arrive suite à... Bon, selon toi, remarque, c'est de l'inaction. Pour moi, oui. Mais enfin, ça peut être sinon un cas où l'individu va avoir investi énormément d'énergie dans quelque chose, aura fait plein de choses pour en arriver à un certain point et sera très fatigué suite à une quantité d'actions phénoménale et qui va tomber dans l'inaction après à cause de cette fatigue et justement ce non-sens dont tu parlais. Parce qu'il n'a pas eu les résultats. Voilà, ce qu'il disait. c'est ça. S'il a eu les résultats, par exemple, je pense que toute cette fatigue l'a accumulée, il va la prendre, il va être content. C'est ça. Il va dire Oui, j'ai voilà. travaillé tout ça pour rien. Au final, c'est si tu n'as pas les résultats que tu escomptes, oui. C'est ça qu'il parlait d'inaction. C'est-à-dire, Oui. soit tu as fait tout le travail, ça a servi à rien, et du coup, oui, tu vas forcément tomber, je pense, dans l'overthinking, soit tu n'as pas fait le travail en amont. C'est-à-dire, pour savoir vraiment que tu t'investis dans la voie où tu veux, qui fait sens pour toi-même. Et du coup, tu es dans une forme d'inaction sur ta propre vie, tu te contentes de suivre un petit peu, de te rester aller. Et du coup, oui, ça va arriver aussi. Dans ce sens-là, je suis plutôt d'accord avec l'inaction qui amène l'overthinking. Exact. J'ai une question. Est-ce que vous ne pensez pas que c'est la société qui fait qu'on pense, enfin, qui engendre l'overthinking? Est-ce que là, c'est l'environnement sociétal, le monde, la manière dont ça a évolué avec les réseaux sociaux? Est-ce que ça n'a pas créé ce trop-plein de pensées? Ou ça n'engendre pas ce trop plein de pensées? Je pense que ça a augmenté les cas, mais le travail reste le même. Si tu fais quelque chose qui fait sens pour toi, tu vas pas tomber. Ouais, dedans. mais est-ce qu'il y a... parce que la société, elle a énormément évolué en même pas 100 ans. Est-ce que... Enfin, en même pas 50 ans. Est-ce que, genre... Le problème, par c'est exemple... pas la société. Non, mais le une problème, question... c'est l'individu. Oui, L'individu mais... devient de plus en plus un mouton. Est-ce que, justement, est-ce que, genre, par exemple, dans les années 1940... l'overthinking était aussi répandu. Ils étaient en train de faire la guerre, ils n'avaient pas trop le temps de overthink. Ah, mais... En 1900, bref, mais vous avez compris, en 1960, enfin 70, est-ce que justement l'overthinking était aussi... 1970, c'était le moment où la France était le plus heureux. Fatigue. Plein emploi, tout le monde. Non, mais vraiment, non, mais pour le coup, vraiment, est-ce que vous pensez pas que, en fait, c'est l'évolution où en peu de temps, il y a eu tellement grosse évolution de la société en termes de technologie, de libération de pensée, de la parole, etc. Mais il y a la précarité sociale. Mais attends, mais pour moi, je vais... C'est la précarité sociale qui est entrée. Parce qu'on est de plus en plus, comment dire, on est de plus en plus dans une situation où, tu vois, la rat race, on en parle pendant longtemps. Quoi rat race. En gros, tu travailles pour survivre, pour toi, etc. Donc tu es toujours dans l'anxiété de te dire que si tu fais pas ça, tu vas tout perdre. Ben, ça s'est encore plus accumulé dans le sens où aujourd'hui, même des professions à l'ancienne, tu gagnais assez pour bien vivre ta vie. Aujourd'hui, tu es toujours sur le fil. Mais pourquoi je vais pas être d'accord sur un truc que tu as dit. Tu as dit l'individu doit être de plus en plus un mouton. Je pense que c'est l'inverse. Et je pense que c'est pour ça, justement, qu'il y a plus d'inaction, parce que de plus en plus se rendre compte que c'était juste des modèles sociaux et que c'est pas leur sens. Et il y a de plus en plus de gens qui se disent mais les gens suivaient sans rien dire. Il y a de plus en plus de gens qui se disent mais c'est pas ça. Et ils perdent un sens à leur vie et ils finissent dans ce truc. En plus avec l'univers des divertissements partout, tu te perds facilement. Et je pense justement que tu as plus de gens qui se rendent compte que leur vie n'a pas de sens. Mais c'est surtout plus qu'avant. Je pense qu'en plus, j'avais pas vu ça. Comment tu dis ça, mieux mettre en perspective un peu ce que tu disais, Séni. La société, oui, dans le sens où aujourd'hui, on a 3/4 des métiers qu'on fait, on n'a pas besoin de les faire. C'est-à-dire que 3/4 des activités professionnelles n'ont aucun sens. On les fait parce que ça doit être fait. Tu veux dire que c'est pas vital pour un individu Non, c'est pas vital pour la société. C'est-à-dire que 3/4 des métiers qu'on fait ne sont pas obligatoires. C'est des métiers qui sont pas... Pendant très longtemps, le métier faisait que la société tenait le coup et du coup, ça permettait au pays d'être sain. Et du coup, tu avais une espèce de valorisation de ton travail. Oui. Tu faisais un travail qui comptait grâce à ça. Aujourd'hui, je vais pas te mentir, tu fais du travail de divertissement. Tu fais du travail... Quand c'est Uber Eats... Non, mais je te dis pas tous les métiers, mais il y a énormément de métiers. Quand tu fais du Uber Eats, c'est juste tu flattes le confort des gens. Tu ne fais pas quelque chose de vital en soi. Comme les médecins ou... c'est pas un métier qui fait sens. Tu sais, avant, on parlait de vocation.
Il y a énormément, pour mais 70% de métiers, il n'y a pas de vocation dedans. Même 3/4 des gens qui travaillent dans le truc, c'est pas par vocation. Il n'y a pas de sens. Avant, le métier ça a changé. Maintenant, le métier est plutôt un outil pour avoir ce qu'on souhaite dans notre vie. Ça a toujours été ça. Non. Mais est-ce qu'avant, justement, le métier n'était pas ce qu'on souhaitait? C'était ça. C'était la fin en soi. Pourquoi c'était la fin en soi? Parce que si tu avais le métier, tu avais la maison, tu pouvais subvenir à ta famille, tu étais à l'aise, tu mangeais comme tu voulais, tu pouvais faire des petits trucs. Mais pourquoi justement il y a tant d'incompréhension parfois là, entre une certaine génération et puis parce qu'on est devenu individualiste. Mais justement, c'est exactement ce que je te dis, c'est que c'est ce qui a changé. C'est ce qui a changé, c'est que justement les jeunes maintenant ils pensent davantage à ce qu'ils vont pouvoir faire grâce à l'argent qu'ils vont gagner par exemple avec leur métier, plutôt que d'avoir un métier et puis d'essayer de... Enfin, il y en les a questions sont inversées. Oui, moi j'ai l'impression quand même qu'il y a quand même un basculement qui a eu lieu. Tout ça se voit quand on discute avec des personnes qui sont plus âgées, qui ne comprennent pas forcément le pourquoi du... Il faut se méfier de ça aussi. Oui. Comment ça, faut parce que plus tu vieillis, plus tu es en mode... Tu as un chemin de pensée qui... C'était mieux avant. C'est toujours, ce que t'as mis avant. Toujours réactionnaire. Non, mais sans même parler de ça, on sent qu'il y a une incompréhension dans eux, leur mode de vie et ce qu'ils ont connu. Est-ce que rien à voir. Voilà, déjà, juste tu remontes 20 ans avant. Tout a changé. Mais regarde les années 90 et puis, c'est vrai, et les années 2010. Oui, 2010, on n'a pas, c'est vrai, la même. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a plein de métiers qui sont, comme tu dis, dans le divertissement ou dans le. Qui ne pas obligatoire. Pour moi, c'est des métiers qui flattent nos vices. Oui. Après, s'ils existent aujourd'hui, c'est bien qu'il y a de la demande aussi. Très là, oui. Ça dépend. Oui. C'est des métiers de flatteurs de vices. Parce qu'aujourd'hui, pour aujourd'hui, toujours la société a fonctionné en fonction de la consommation et de l'argent qu'elle pouvait engranger pour pouvoir progresser toujours. Parce que la société n'existe pas en tant que telle, mais en tant que macro-organisme en quelque sorte. Il faut la nourrir, il faut qu'elle grandisse, elle a toujours envie de voir plus, etc. Et elle n'a pas de fin de vie. Nous, on est mortels, la société n'a pas de fin de vie tant qu'elle n'est pas morte. Donc en soi, elle est forcément vouée à vouloir grandir. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui peut faire grandir? C'est pas les besoins, c'est les vices. Donc on est obligé de nourrir nos vices d'une façon ou d'une autre. Et du coup, tu es obligé de créer des métiers qui vont... Enfin, c'est aussi des choix, parce que quand tu vois, par exemple, actuellement, le Vas-y, pose ta question. Non, je me demande si tu avais fait des études de sociologie, mais ça n'a rien... Enfin, on devrait poser la question après, mais... Dans la réflexion, pardon. Non, mais c'est... Qu'est-ce que je voulais dire, déjà J'ai tout coupé avec ma question, désolée. Non, mais qu'est-ce que tu disais... mince. Non, mais en soi, oui, qu'il y a de la demande du côté que c'est obligatoire finalement, oui, que les métiers se tournent vers le vice, et c'est les vices qui créent les métiers. Mais quand tu regardes actuellement, par exemple, le domaine médical, on manque énormément d'infirmiers, on manque aussi, tu regardes le domaine de l'éducation. Personne n'a envie d'être infirmier. Personne n'a envie de se tuer pour les autres. Bien sûr, mais en soi... Tout le monde a conscience actuellement en France. C'est individualiste. En tout cas, j'espère pas mal de monde se rendre compte quand même que le système, par exemple, que ce soit de l'agriculture, de l'éducation, des soins, plus personne n'a envie d'être prof, qui sont dans des situations très critiques. Pourquoi ? Et qu'il faudrait en soi, parce que les financements ne sont pas forcément mis aux bons endroits, que ces métiers ne sont pas valorisés par la société, tout ça. Qu'est-ce que tu appelles ? Là, on va aller très loin. Ouais, là, on va dans la politique. Et il nous reste 5 minutes. Ouais, j'avoue. Là, ça part dans la politique. On va discuter de ça. Donc, mais du coup, vu qu'il nous reste peu de temps, on va faire comme d'habitude, finir en disant chacun ce qu'on pense de l'outil, puisque The World is Mine, chaque sujet est un outil. L'outil overthinking, est-ce qu'il faut l'utiliser? Comment? Et en quelques mots, quels conseils vous donnez aux gens qui écoutent? Brice, toujours, t'es le premier de la classe. L'ancien carrément. T'es plus vieille que nous. Je parlais en termes d'épisodes, t'as été parmi les premiers. C'était le premier. Voilà, donc voilà, tout de suite le jugement. Tout de suite. Je me sens jugé. Concernant l'overthinking, qu'est-ce que je peux dire? Qu'il n'y a pas de solution miracle. Tout le monde passe par là.
L'essentiel, c'est de comprendre qu'on doit passer par là parfois pour avancer, pour se remettre en question, pour se remettre en selle même parfois, pour réaliser que peut-être on n'est pas au bon endroit, là où on voudrait être, avec qui on voudrait être, mais ne pas toujours tout chambouler par remise en question, laisser le temps au temps aussi, se consacrer vraiment énormément à sa santé mentale, sa santé sociale, et bouger, c'est essayer, bouger, c'est tenter de trouver sa voie. Il n'y a que ça, il n'y a que comme ça, je pense qu'on peut se trouver soi-même. Une fois qu'on s'est trouvé, c'est beaucoup plus facile de gérer ses pensées et de gérer sa santé mentale. Donc ouais, travaillez sur vous-même. Comme je dis parfois, ne vous accusez pas, ne soyez pas accusés, jurés, juges. On est tous humains, on est tous faibles. Donc essayons de devenir forts. C'est beau. C'est très beau. Vous serez ridicule à côté. C'est ça. Je vais vous embêter un peu encore avec mon overthinking pour les enfants, mais je pense qu'il faut vraiment se rendre compte qu'il n'y a pas que chez l'adulte ou chez le préadulte que l'overthinking commence. Et je pense qu'il y a vraiment le début de cet outil, si tu parles d'outils, dès l'enfance, mais après, comme je rejoins Brice, qu'il faut essayer de travailler sur ça. Plus on grandit, de prendre conscience. C'est pas facile, mais d'essayer en fait de travailler sur ça, d'essayer d'être dans l'action pour éviter d'être dans un trop-plein de questions et surtout on va dire, si on arrive et qu'on a la possibilité déjà d'accepter ses émotions par rapport à tout ça pour pouvoir se libérer un minimum, mais aussi pour essayer de les contrôler, pour ne pas être submergé et pas que ça engendre des difficultés psychologiques, sociétales, etc. Okay. Et ne vous auto-sabotez pas, comme il a dit. C'est très important. Copieux, ça sert à rien. Ça le met. De mon côté, si on devait le voir comme un outil, je dirais d'essayer de l'utiliser comme un outil de découverte pour soi-même. Parce que certes, sur le moment, ça peut être très compliqué de le vivre, mais qu'avec du recul, ça permet de, justement, ça rejoint ce que vous avez dit, de tester plein de choses, que ce soit des actions, que ce soit de nouvelles sensations, que ce soit se tourner vers l'art, que ce soit se tourner vers le sport, vers les autres, d'avoir des discussions autour de ça. Bref, ça permet finalement d'en savoir plus sur soi-même. Donc je dirais que ça serait un outil de découverte finalement. Voilà. Ouais, très très beau. C'est des découvertes de vie. Merci. D'exploration. Ouais. Pour ma part, je vais dire contre tout ce que vous avez dit. Ouais, alors n'écoutez rien de ce qu'ils ont dit. Ils sont bizarres. Non, mais pour moi, c'est un outil qu'il faut utiliser déjà, comme elle dit, par découverte, et qu'il faut, comme toute chose négative ou positive, il faut passer par là pour se connaître pleinement, et qu'il faut, c'est difficile dit comme ça, de dire apprécier le moment même quand c'est mauvais, parce il faut voir plus loin que l'instant. Mais voilà, apprécier même les mauvais moments parce qu'ils vous apporteront bien plus que ce que vous pensez. Et toujours penser à faire le moins de mal aux gens autour de vous. Durant tout ce qui se passe dans votre vie. Et je crois qu'on a tout dit. My name is Bold. Oui. My name is Bold. Welcome. And if you think you're mentally one of a kind, let me tell you that the world is mine. You're mine and your life is yours, don't forget. Success is what you think it is, there's no presets. Take this shit seriously because there's no reset. So manifest big, you are the main quest. Je suis le reflet de ceux qui m'entourent. Encerclé de miroirs pour zéro détour. Je suis mon main objectif, mon seul parcours. Main dans la main, mes gens aussi tiennent le même discours. Faut que le début de la freeze, no rewind. Comme un late show, je vis en night time. Alors j'ai braqué sur moi, je suis en prime time. Mon mimi verrait ce que j'en fais, cause the world is mine. Cause the world is mine. Whoa, cause the world is mine.